J'ai fait mes études à New York, enfin la fin de mes études, je fais un LLM. Donc j'ai le barreau de New York, après je suis allé travailler à Londres. Donc j'ai le barreau de Londres et je suis maintenant à Paris, donc je suis aussi le barreau de Paris. Et j'ai travaillé toute ma vie pour des fonds d'investissement. Donc quand j'étais à Londres, j'étais une petite main d'un grand cabinet américain qui s'appelait Proskauer, qui s'appelle toujours Proskauer. Et j'étais en charge d'accompagner des sociétés de gestion, donc des managers de fonds d'investissement. On les accompagnait sur la structuration de leurs fonds, sur les opérations, sur le déploiement, sur la négociation avec leurs investisseurs, sur les thématiques réglementaires, compliance, parce que forcément, les fonds d'investissement rencontrent énormément de sujets compliance aujourd'hui. Et j'ai appris énormément pendant plusieurs années. Je suis resté 3 ans là-bas. J'étais un peu frustré parce qu'en fait, dans les grands cabinets, et peut-être que vous aurez ce sentiment où que vous alliez, au bout de 2 ou 3 ans, on plafonne un petit peu, on a un peu fait le tour des sujets, on connaît bien son métier, puis soit on a envie de se spécialiser, de poursuivre une carrière qui peut être un petit peu longue et un peu, en tout cas pour moi, un petit peu frustrante, soit on change d'univers, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai quitté Londres, c'était l'occasion, parce qu'il y avait le Brexit et le Covid, donc on n'était plus sous le ciel de l'Union européenne, et je voulais rester dans cette réglementation-là. Et je voulais de toute façon voir autre chose. Donc j'avais quand même hésité à soit continuer vraiment à l'international pour avoir d'autres compétences. J'aurais pu retourner à New York ou à Dubaï ou autre. Et finalement, je suis rentré à Paris. Aussi parce que c'était le Covid, donc c'était plus facile d'être à Paris pendant le Covid. Et j'ai décidé de créer mon propre cabinet. Et ce cabinet d'avocats était un cabinet de niche pour adresser justement des fonds d'investissement qui allaient se lancer, des petits fonds. C'est-à-dire que les sujets sont très techniques, et comme ils sont techniques, il n'y a que de grands cabinets américains qui les maîtrisent véritablement. Et moi, j'avais acquis cette expérience, cette expertise à Londres, je comprenais que ça avait de la valeur. Donc je suis rentré à Paris, j'ai créé mon propre cabinet en me disant je ne vais pas aller parler aux très grosses sociétés de gestion qui, elles, ont beaucoup d'argent, qui gèrent des milliards et qui se débrouillent très bien pour payer les avocats très chers des gros cabinets, mais je voulais m'adresser à un écosystème de petits acteurs, de gens qui levaient beaucoup moins d'argent, qui étaient sur des investissements plus modestes, mais qui avaient quand même de belles aventures entrepreneuriales à mener. Et donc j'ai créé ce cabinet pour m'adresser à eux. C'était vraiment fascinant parce que c'était des entrepreneurs, c'était des petites équipes. Et ce qui était très difficile à gérer pour eux, c'était les sujets justement du back-office et de la compliance, qui sont essentiels, mais quand on n'a pas beaucoup de personnel, beaucoup de gens pour travailler, etc., et qu'on est vraiment une équipe entrepreneuriale de quelques personnes, on est vite dépassé par les sujets de son back-office. Donc la réglementation AMF, le KYC, les appels de tranche, enfin, il y a plein de sujets qui sont un petit peu compliqués. Et donc, j'ai même créé une société en plus de mon cabinet qui accompagne, elle s'appelle Overlord, et on a construit beaucoup de technologies pour justement accompagner les jeunes fonds d'investissement, les jeunes professionnels de l'investissement sur tous leurs sujets de back-office, en incluant la compliance. Donc, en fait, à chaque fois que j'ai un rendez-vous client, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, on parle, mais tout de suite, des sujets de compliance. Tout de suite, on parle de la réglementation financière, de qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire. Si je veux lancer un fonds d'investissement, qu'est-ce que je dois respecter, comment est-ce que je peux communiquer sur les réseaux sociaux, comment est-ce que je dois me traiter vis-à-vis de mes investisseurs, vis-à-vis de mes participations, etc., etc. Donc, moi, j'ai vraiment une spécialité dans le fonds d'investissement, plutôt une casquette entrepreneuriale et un accent fort sur les sujets du back-office et de la compliance. Et donc, les sujets qu'on va traiter aujourd'hui sont ceux que je vois au quotidien et sur lesquels j'accompagne mes clients très, très souvent. Où que vous soyez, que ce soit en entreprise, dans un grand corporate, en banque, en assurance, dans n'importe quelle institution financière, les fonds d'investissement, vous allez les croiser à un moment donné parce que ça représente un marché monstrueux, il y a énormément d'argent dedans, ils investissent beaucoup, toutes les banques ont leurs propres fonds d'investissement, toutes les gros corporates investissent dans des fonds d'investissement ou reçoivent l'argent de fonds d'investissement, donc il y a toujours une interaction avec un fonds d'investissement. Peut-être qu'un jour, vous aurez même envie vous-même de travailler pour un fonds, allez savoir de créer votre fonds d'investissement. Donc je pense que c'est vraiment bien de comprendre ce qu'est un fonds d'investissement, comment ça fonctionne, qui sont les acteurs, quel est le panorama. Alors déjà, j'aimerais qu'on revienne vraiment à la base de ce qu'est un fonds d'investissement. Est-ce que vous avez la moindre idée, la moindre intuition de quoi on parle quand on évoque le mot fonds d'investissement, de comment ça fonctionne, de ce que c'est, qu'est-ce qui vous vient en tête assez naturellement? Emmanuel, je sens que tu vas être mon allié pendant ces... C'est, on va dire, un groupement d'investisseurs qui vont
mettre en commun leur argent pour ensuite investir dans différentes entreprises ensemble et pour avoir plus du coup une force d'investissement plus grande. Ouais, c'est exactement ça. Saturnin, c'est ça? Je voulais compléter pour acheter des actifs, des actions, etc. Tout à fait. Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez ajouter à ce qu'ont dit Emmanuel et Saturnin? La définition, elle est assez bonne. C'est exactement ça. Un fonds d'investissement, c'est des gens qui vont se réunir, des investisseurs, qui vont mettre de l'argent en commun et qui vont le déployer. Pour faire simple. Ils ne vont pas le déployer tout seuls. L'élément important qu'on oublie, c'est la société de gestion. C'est l'entité, ce qu'on appelle en anglais le general partner, le manager, celui qui va prendre la responsabilité de ce fonds d'investissement et qui va le déployer selon une stratégie donnée. Mais on évoque là l'investissement en actions, ça peut être coté ou non coté, qu'importe. Mais en fait, il y a des fonds d'investissement pour toute typologie d'actifs. Nous, on accompagne des clients qui achètent des forêts, qui achètent des voitures, qui achètent de l'immobilier, il y en a énormément. Ça peut vraiment être tout, ça peut être de l'or, ça peut être des cryptos, ça peut être des bitcoins, ça peut être vraiment n'importe quel type d'actif sur lequel le manager pense qu'il a une expérience, qu'il a une légitimité et qu'il va pouvoir aller générer du retour pour ses investisseurs. Donc le fonds, c'est vraiment cette idée de se dire qu'on a une poche d'argent commune, gérée par quelqu'un, et qui va le déployer selon une stratégie donnée. Et ce quelqu'un, ça va être très important. Donc, si je fais le schéma de notre fonds d'investissement, très souvent, les fonds sont représentés par des triangles. Je ne sais pas si vous savez pourquoi on représente les fonds d'investissement par des triangles, mais en fait, c'est une convention, une convention principalement fiscale, qui est de dire que le triangle, c'est la forme qui représente une entité qu'on appelle look-through, qui est transparente fiscalement et qui n'a pas d'imposition propre. Donc qui va investir l'argent et qui va remonter l'argent à ses investisseurs sans avoir de case d'imposition. Et donc, voilà, on a décidé de le représenter par des triangles, alors que les carrés sont des entités qui sont plus des corporates, qui ont un impôt sur les sociétés à payer. Et donc, ce n'est pas une entité transparente, c'est une entité qui va devoir payer un impôt quand elle reçoit de l'argent. Donc là, on a la société de gestion, on va l'appeler la SGP, la société de gestion de portefeuille. Là, on a le fonds d'investissement, qu'on pourrait appeler l'OPC, un organisme de placement collectif, si on veut utiliser un terme plus juridique, et on va avoir sa communauté d'investisseurs. Donc la communauté d'investisseurs, c'est qui sont les gens qui investissent dans des fonds d'investissement selon vous? Ça peut être des particuliers, ça peut être des personnes morales. En fait, quasiment tout le monde a de l'argent dans des fonds d'investissement. C'est pour ça que je vous dis que le sujet est très important dans nos sociétés, parce que les fonds d'investissement, il y en a de tellement différentes sortes. Si vous avez ouvert alors pas un PEA, mais alors peut-être que dans votre PEA, vous avez investi dans des fonds, mais toutes les banques proposent d'investir dans leurs fonds maison, ou dans les fonds de tiers, ou quoi que ce soit. Donc ça peut être des particuliers qui vont investir des petites sommes, mais toutes les grandes sociétés, toutes les grandes compagnies d'assurance, vraiment, il y a tous les acteurs. Les universités américaines investissent énormément dans les fonds d'investissement parce qu'ils ont de l'argent à placer, donc ils vont chercher du retour. Les grands fonds souverains, des États, etc. Vraiment, il y a toute typologie d'investisseurs qui vont pouvoir mettre de l'argent dans un fonds d'investissement. Et chacun va avoir sa stratégie, et on va voir que les fonds d'investissement ont 1000 manières de fonctionner, et ça va correspondre plus ou moins à leur stratégie en fonction de la liquidité, de la rentabilité qu'ils attendent, de la stratégie. Aujourd'hui, il y a énormément de thématiques sur l'investissement vert, donc on veut faire l'investissement dans les énergies renouvelables ou autres, mais ça peut vraiment être toute personne qui va chercher à placer son argent. Et on va voir que le traitement de ces investisseurs, c'est un enjeu essentiel pour la réglementation financière. Parce qu'on ne prend pas l'argent de n'importe qui, n'importe comment. Quand on prend de l'argent de personnes aguerries, expérimentées, qui connaissent les sujets d'investissement, il y a moins de protection que quand on va le prendre à Madame Michu. Quand on prend à Madame Michu, elle va faire confiance, ce n'est pas une experte de l'investissement, elle ne connaît pas le private equity sur le bout des doigts, donc elle va être beaucoup plus protégée par la réglementation financière pour être sûr que la société de gestion, le manager, ne soit pas mal intentionné ou va créer quelque chose de frauduleux et essayer de profiter de Madame Michu. Donc là, on a la société de gestion.
qui est le manager, on a les investisseurs. D'ailleurs, cette société de gestion, si on s'arrête une seconde, c'est quoi, vous pensez, le profil d'une société de gestion qui décide de lancer comme ça un fonds d'investissement? Qui est dedans? Il ressemble à quoi? C'est quoi leur background, leur qualification, etc. La réponse est, elle aussi, assez diverse, peut-être moins que celle des investisseurs, parce qu'on l'a vu, les investisseurs, c'est vraiment vous, moi, comme d'immenses corporates. Mais la société de gestion, ça va être quelqu'un qui va pouvoir mettre en avant des qualités d'investisseur. Elle va dire, voilà, moi, j'ai un passé dans la biotech, je suis scientifique, j'ai travaillé pendant 15 ans chez Sanofi, puis j'ai créé une boîte, puis etc. J'ai tout un CV qui justifie que demain, je vais trouver d'excellentes opportunités pour vous dans la biotech. C'est une personne qui va faire valoir des compétences pour générer un rendement. Ça va être ce qu'on appelle un spin-off, quelqu'un qui a travaillé dans un fonds d'investissement pendant 20 ans et qui veut lancer son propre fonds d'investissement. Eh ben, il démarre et il va voir des investisseurs en disant bah, « faites-moi confiance, je l'ai fait 25 fois, regardez mon track record, etc. » Ça, c'est pour les profils les plus professionnels. Bien sûr, il y a des équipes immenses dans toutes les grandes banques qui gèrent des fonds d'investissement, qui sont des spécialistes de l'investissement sur des marchés cotés, de l'investissement sur des matières premières, avec des produits dérivés ou autres. On a des gens qui sont très spécialisés sur la construction de produits financiers qui vont permettre de générer du rendement. Ça, c'est pour la sphère la plus professionnelle. Mais en fait, vous avez parfois des profils assez atypiques, et moi, forcément, je les rencontre très souvent, de gens qui veulent, comme ça, ils ont une thématique, ils ont envie de le faire, et ils tentent l'aventure. L'un des plus atypiques que j'ai rencontré, c'était 2 étudiants qui sortaient d'école. Ils voulaient lancer un projet entrepreneurial, ils n'avaient jamais eu de CDI, ils n'avaient jamais travaillé où que ce soit, ils se sont dit, on va faire un fonds d'investissement. Ils l'ont fait, ils ont levé 2 millions d'euros, ils investissent dans des boîtes créées par d'autres étudiants. Voilà, ils sont entourés de bonnes personnes, ils ont réussi à créer un réseau, tout ça pour justifier auprès de leurs investisseurs qu'ils allaient avoir du retour sur investissement. Mais c'était un profil très atypique. Ça peut être ça peut être un ancien entrepreneur qui se décide de se lancer, ça peut être quelqu'un qui avait une expérience dans l'immobilier, qui connaît très bien ce secteur et qui a envie de le faire. Vraiment, les profils sont très divers, très variés. Les plus professionnels, les plus gros, ceux qui gèrent voilà, les immenses comme BlackRock, hein, qui est le plus grand fonds d'investissement du monde, avec 11 000 milliards sous gestion, eux, évidemment, ça ne repose pas sur un individu, ça repose sur une machine de guerre, de technologie, d'expérience, de diplômes, des milliers de personnes à travers le monde, des analystes, des économistes. Voilà, c'est extrêmement complexe, mais ça peut être aussi vraiment son plus simple appareil de quelques personnes qui décident de se lancer, qui tentent l'aventure entrepreneuriale et qui vont lever parfois des sommes assez modestes. Ça peut être quelques centaines de milliers d'euros, quelques millions, quelques dizaines, et puis la boule de neige se met en place pour grossir le fonds d'investissement et aller le déployer. Et on voit qu'il y a toujours des modes dans les fonds d'investissement, ce dans quoi ils veulent investir, ce à quoi ressemble le manager. Et c'est peut-être ma question suivante, c'est-à-dire que, voilà, on l'a évoqué rapidement, mais ce fonds d'investissement, il va investir, et là on va le représenter avec plutôt des pointillés, parce qu'on ne sait pas bien dans quoi on investit, on peut investir un petit peu dans tout, dans ce qu'on va appeler le portefeuille. Et le portefeuille, un portfolio en anglais, c'est un portefeuille d'actifs. Voilà. Est-ce que on veut investir dans des titres de sociétés cotées, par exemple, parce qu'on sait que la bourse se porte bien, on pense que Apple va continuer à connaître des sommets, on veut parier sur les nouvelles technologies aux États-Unis, bon, bah, on fait un fonds d'investissement spécialisé sur la bourse américaine dans les nouvelles technologies. Est-ce qu'au contraire, on veut viser des petites cotations boursières en Europe qui sont prometteuses et qui vont pouvoir exister? Eh ben, on fait un fonds sur des petites cotations boursières. On peut faire un fonds sur des actifs immobiliers, professionnels, résidentiels, là où on veut aller, et le fonds d'investissement, il va définir sa stratégie en cohérence avec sa société de gestion. C'est-à-dire que si la société de gestion est petite et qu'elle a peu d'expérience ou elle a vraiment un domaine de génie ou un domaine privilégié, eh ben on va tout miser sur ce domaine-là. Les investisseurs ne vont pas vouloir faire confiance à une société de gestion qui leur promet d'investir dans l'immobilier avec quelqu'un qui n'a investi que dans des startups pendant toute sa vie. Ça n'aurait pas de sens. Donc la société de gestion, elle va dire non, moi j'investis, je fais que du venture capital, j'investis que dans des sociétés technologiques à forte croissance
Et après, elle va définir comme ça sa stratégie, et on va voir que c'est un élément important de la conviction qu'il peut y avoir entre le manager et ses investisseurs. Donc là, vous avez le schéma d'un fonds d'investissement relativement simple. Vous pouvez avoir des schémas beaucoup plus complexes où, là, on a une entité, ça c'est une entité juridique, hein, vous l'aurez compris, mais parfois, un même fonds d'investissement va se structurer autour de plusieurs entités juridiques. On va dire, tiens, c'est un manager français, il va créer un fonds en France pour accueillir ses investisseurs français, mais tiens, il a des investisseurs américains, peut-être que ce sera plus facile, pour des raisons fiscales, pour des raisons réglementaires, de construire une structure parallèle à ce fonds, qui va être finalement très proche, et qui va être un fonds parallèle pour accueillir des investisseurs américains. Ça peut être un élément de complexité supplémentaire. Moi, pour vous donner un exemple, une fois, on avait travaillé pour un client qui n'investissait qu'en France. Et ce client, il disait, c'était un fonds français, c'est un fonds d'épargne des retraités français, et il avait comme obligation du gouvernement de n'investir qu'en France. Donc quand il déployait de l'argent dans un fonds, il ne le mettait jamais dans le fonds qui avait le droit d'investir, même un tout petit bout en Belgique ou un tout petit bout en Allemagne, c'était son interdiction. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on créait un fonds parallèle, et le fonds parallèle avait l'obligation d'investir 100% en France. Donc le manager acceptait cette contrainte, il savait que s'il y avait un investissement qui était en partie à l'étranger, il n'utiliserait pas le fonds parallèle ne servait qu'à cet investisseur pour investir uniquement en France. Donc voilà, ça peut être un élément de complexification. Il peut y avoir de la complexité aussi en raison des investisseurs. Ça peut être un fonds de pension américain qui a envie d'investir dans un fonds d'un manager français parce que c'est bien, mais il ne peut pas investir en direct, il va devoir investir par une société au Caïman ou n'importe où, ou une juridiction qui va être plus clémente et plus facile pour lui de gérer en interne. Et pareil pour le portefeuille. Le portefeuille, il y a 1000 manières de le structurer. Très souvent, quand on fait un fonds LBO, de leverage buyout, donc un fonds de capital investissement qui va racheter une entreprise avec beaucoup de dettes pour emmener cette entreprise vers la croissance et la revendre, ce fonds LBO, il va investir par le biais d'une société. Donc en fait, le fonds ne va pas détenir lui-même les actifs en direct, il va investir dans une société, il va mettre son argent ici, et il va investir dans la société qu'il veut racheter, dans le portefeuille. Donc là, il a une société qui va être, par exemple, une SAS en France, et qui va lui permettre de réaliser son opération avec une banque qui va lui prêter de l'argent pour réaliser son opération LBO. Comme ça, l'idée, c'est de ne pas mettre en danger tout le portefeuille, mais de localiser la dette dans une seule société, afin que si celle-là tombe, parce que finalement le marché n'est pas porteur, la société ne se porte pas aussi bien qu'on le souhaite, le risque est isolé et il n'y a que cette société-là qui va tomber. Ça peut être une des raisons, c'est isoler le risque. Il peut y avoir d'autres raisons, c'est tiens, je vais faire un investissement aux États-Unis, mais je n'ai pas envie d'être soumis à la fiscalité des États des États-Unis, et donc je vais créer ce qu'on appelle une Blocker Corporation. Une Blocker Corporation, c'est une entité juridique américaine qui paye son impôt localement et qui, comme ça, évite de renvoyer de l'argent directement en France, par exemple, afin que le fonds lui-même ne soit pas soumis à l'impôt américain. Comme ça, c'est le bloqueur, c'est l'idée qu'elle bloque les profits, elle paye l'impôt et elle rend l'argent. Et après, elle déploie son investissement aux États-Unis. Donc, en fait, je vous ai présenté au démarrage le schéma le plus simple, mais on peut, à tous les étages, rajouter des tonnes et des tonnes et des tonnes de complexité. Je pense que, au regard des grandes entités dans lesquelles vous travaillez, la banque, les assurances, etc., vous verrez que le schéma le plus simple, vous le rencontrerez quasiment jamais, parce qu'il y a toujours des éléments de complexité qui viennent perturber la simplicité et qui vont nécessiter de faire appel à des juristes, à des avocats, à des administrateurs, à des fiscalistes pour prévoir le montage le plus optimisé afin de gérer ces grandes sommes et ces enjeux importants. Parce que vous comprenez que si, par exemple, ce fonds, il a ne serait-ce qu'1 milliard dedans, s'il investit aux États-Unis ou s'il prend un risque avec de la dette bancaire, ça vaut évidemment la peine de créer une société de plus pour éviter le risque qu'on va prendre. Donc c'est très naturel de créer des entités autant qu'il en faut pour limiter autant que possible les risques qui seront pris par
par ce fonds. L'enjeu du fonds d'investissement étant tellement massif que les problèmes juridiques sont des coûts marginaux dans son fonctionnement général. Donc il faut toujours les anticiper et débloquer le budget nécessaire pour les éviter, pour pouvoir continuer à avancer. Est-ce que ce schéma, cette petite introduction vous pose des questions, vous interroge, vous intéresse, vous ennuie? Oui? Moi j'ai une question par rapport à la société. Votre prénom c'était, pardon? Pardon? Votre prénom? Marcelin. Marcelin. J'ai une question Oui. par rapport à la société de gestion. Oui. C'est quoi les risques pour cette société-là? C'est juste comment dire, on va dire la perte des fonds, parce que quand on investit, il y a une possibilité de perdre des fonds. Donc c'est que ce risque-là ou il y a d'autres risques? Alors il y a beaucoup de risques quand on veut lancer une société de gestion. Il y a évidemment le risque que vous évoquez qui est celui de faire un mauvais investissement. On va dire que c'est peut-être un risque business ou réputationnel. C'est-à-dire que, allez, je lève 100 millions d'euros et je vous promets qu'en investissant dans les startups françaises, on va faire au moins x3 et je vous rendrai 300 millions d'euros. Ok, ça c'est sa promesse. Il prend l'argent de ses investisseurs, il investit dans les startups. Les startups, 9 sur 10 vont mourir et une va se porter moyennement. Bon, il n'arrive même pas à rendre les 100 millions d'euros qu'il a levés, il va rendre 50 millions et ses investisseurs ont perdu la moitié de leur investissement. Bon, j'ai envie de te dire, c'est le risque, c'est un risque qui est réel, qui est business, qui est réputationnel, et bon, bah, si ça arrive, en fait, tu fermes boutique, tu t'es grillé sur la place, tu n'existes plus. Mais c'est pas le seul risque, évidemment. Il y a des risques compliance tous les jours, tu vois, des risques réglementaires, où on a accueilli de l'argent de quelqu'un dont on n'a pas vérifié l'origine. Il s'avère qu'en fait, c'était de l'argent qui venait du trafic international, de drogue ou de quoi que ce soit. Et donc, on n'a pas respecté nos obligations de LCBFT. Le gendarme, le régulateur, en France l'AMF, peut aller faire ce genre de contrôle au sein de la société de gestion et dire peut-être que vous avez fait de la performance sur vos fonds, vous avez bien investi les 100 millions, vous avez bien fait 300 millions, mais vous avez accepté l'argent de n'importe qui, vous avez participé au blanchiment et vous êtes sujet à des sanctions administratives au minimum et parfois pénales. Donc il y a toujours des risques compliance qui sont importants et c'est pour ça que moi, dès que je vois un client qui va lancer une société de gestion, et on va voir tout à l'heure comment est-ce qu'on fait pour lancer une société de gestion, quelles sont les procédures devant l'AMF et autres, je leur dis, sachez que le seuil minimum, c'est grosso modo 100 000 € de coûts par an de réglementaire. Vous allez devoir payer un RCCI, vous allez devoir payer un administrateur, un commissaire aux comptes, vous allez devoir étoffer votre équipe juridique, etc. Donc sachez qu'au démarrage, il y aura au moins 100 000 € de coûts. Ça va assez vite en fait, 100 000 € de coûts, c'est-à-dire qu'il y a un salaire, plus un petit peu de prestataires externes, et on est tout de suite sur 100 000 € de coûts. Alors quand on est une grosse institution comme BNP, ça va, c'est pas grave, parce qu'on a des équipes, on sait les traiter, et les coûts compliance sont 1000 fois plus importants. Quand on veut se lancer, ça peut être plus pénalisant, et ça oblige de se lancer avec des fonds propres et de l'argent de côté, et en tout cas un business model qui permet de générer cet argent-là. Et ça ne protège évidemment pas contre tous les problèmes, c'est-à-dire que c'est vraiment le seuil minimum, et après il faut que les personnes soient compétentes, soient dévouées et fassent ce qu'elles doivent faire. Aussi avoir des investisseurs. Alors, bien sûr, il faut avoir des investisseurs. Il n'y a même pas de fonds d'investissement sans investisseurs. Mais c'est juste, le premier enjeu business d'une société de gestion, c'est de convaincre des investisseurs. Avant de se prendre la tête avec la compliance ou avec quoi que ce soit, s'il n'y a pas d'investisseurs, il n'y a pas de fonds, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de société de gestion. Donc, dans ce cas, avant de créer la société de gestion, il faut d'abord avoir des investisseurs ou... Alors très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on lance ce qu'on appelle un roadshow. C'est-à-dire qu'on prend la route et on va voir des investisseurs et on leur dit regardez, j'ai telle expérience, j'ai telle idée, je comprends tel domaine, je connais le panorama, etc. Voilà ce que j'appelle la thèse d'investissement. Voilà, ma thèse, c'est que les biens de consommation vont évoluer en Europe suite au Covid. On ne va plus consommer de la même manière. Donc je vais investir dans toutes les boîtes qui proposent des alternatives en fonction du Covid, donc comment on fait pour work from home ou des choses comme ça. Ça c'est ma thèse, je la défends, je vais voir des investisseurs qui me disent j'y crois, j'ai envie de te faire confiance, allez, j'investis chez toi, quelques centaines de milliers d'euros, quelques millions, quelques dizaines de millions, quelques centaines de millions, jusqu'à des milliards. Il y a
un fameux fonds qui s'appelle Vision Fund, qui est un fonds asiatique sur les nouvelles technologies, qui a réussi à convaincre le prince héritier d'Arabie Saoudite d'investir dans leur dernier millésime. Et il rigolait en disant « il m'a fallu 45 minutes pour lever 45 milliards ». Je suis allé le voir, je lui ai dit « écoutez, je veux vous faire un cadeau, je veux vous rendre 1000 milliards, vous m'en donnez 100 et je vous fais x10, je vous rends 1000 milliards ». Le prince a rigolé, il lui a donné non pas 100 mais 45, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, c'est vraiment un roadshow pour aller convaincre des investisseurs. Et une fois qu'on a la confirmation que les investisseurs ont envie d'investir, alors là, on peut mettre en branle toute l'activité, compliance, etc., l'activité d'investissement. Mais tant qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de raison d'avoir même une société de gestion ou quoi que ce soit. Donc, le principe, c'est des gens qui se lancent en ayant la conviction qu'ils vont réussir à convaincre des gens. Parfois, c'est difficile, hein, et dans les circonstances actuelles, le private equity, notamment, a beaucoup ralenti parce que les taux ont augmenté, donc c'est moins facile de lever de l'argent, donc les institutionnels sont un petit peu plus frileux, ils préfèrent mettre leur argent dans les bonds américains qui rapportaient plus avec des taux élevés que dans des fonds d'investissement qui pouvaient rapporter un petit peu moins ou présenter en tout cas plus de risques. Donc il y a vraiment des cycles aussi d'investissement de la part des investisseurs qui vont avoir une préférence pour telle ou telle stratégie. Il y a une stratégie qui marche bien en ce moment qui est le fonds de fonds. C'est les fonds qui eux-mêmes investissent dans d'autres fonds. Donc ce qu'ils disent, c'est que vous allez investir chez moi, mais moi je vais investir dans 10 fonds qui eux aussi vont investir dans 10 sociétés. Donc en fait, je ne vais pas chercher 10 sociétés pour vous, mais je vais chercher 10 fonds qui vont investir dans 10 sociétés. Comme ça, vous diluez votre risque et vous êtes plus certain d'avoir des retours. Donc voilà, il y a des modes, mais bien sûr, avoir un investisseur, c'est la première étape. Saturnin, vous avez une question? Oui, tout à l'heure. En fait, je voulais poser une question en termes de compliance. Supposons que le fonds d'investissement a été victime d'une fraude externe, type blanchiment par exemple, et qu'avec cet argent-là a réussi quand même à faire du gain. Qu'est-ce qu'en fait ce gain? En fait, je pose la question parce que si le fonds d'investissement a des sanctions de l'AMF par exemple, est-ce que c'est un risque à prendre? Est-ce que le fonds d'investissement peut dire, ok, j'ai gagné 500 millions, mais j'ai que 100 millions de... Vous réfléchissez comme un entrepreneur, pas comme un... Non, mais ça peut être un risque à prendre. Aujourd'hui, ce n'est pas un risque que beaucoup de sociétés de gestion sont prêtes à prendre. C'est-à-dire que si elles ont la connaissance évidente de participer à un schéma frauduleux, un schéma de blanchiment ou quoi que ce soit, elles vont quand même très vite s'abstenir parce qu'elles savent que les conséquences peuvent être terribles. La conséquence de la société de gestion, ça peut être de perdre son agrément. Si elle perd son agrément parce que l'AMF décide qu'elle est allée trop loin dans la violation de ses obligations, ça tue la société de gestion. Même si elle fait de très, très beaux revenus, de très belles plus-values, elle n'a plus aucune valeur parce qu'elle n'a plus le droit d'exercer son activité. Donc le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle. Après, ça peut arriver dans le quotidien qu'une société de gestion a des doutes sur un investisseur, va lui demander des documents, va les obtenir, va essayer de juger de la crédibilité de ces documents. Elle n'a jamais de certitude, elle a toujours une part d'incertitude et de risque. Elle peut se dire, bon, bah là, dans 5% des cas, on pense que cette personne n'est peut-être pas très honnête. Là, elle peut se dire, allez, je prends mon risque, je ne suis pas dans une violation flagrante, j'ai quand même fait mes obligations, j'ai quand même essayé de faire mon best effort pour que ça ne soit pas dans un schéma frauduleux. Donc, je tente la chose et je vais accepter cet argent et quand même avancer. Et peut-être qu'il y aura qu'une sanction parce qu'elle aurait pu être plus précautionneuse, elle aurait pu refuser l'argent ou quoi que ce soit. Et s'il n'y a qu'une sanction, c'est un peu le calcul que vous faisiez en disant, bon bah, la sanction n'est pas très élevée au regard du gain que j'ai pu réaliser, je l'accepte. Mais il y a toujours le risque d'avoir des sanctions plus lourdes, jusqu'à des sanctions pénales. Et des associés de sociétés de gestion qui finissent en prison, alors il n'y en a pas eu beaucoup, heureusement, mais ça peut être très lourd, donc le risque est quand même, il faut bien le mesurer avant de le prendre. Mais, du coup, ça veut dire que les fonds d'investissement, quand ils sont sujets à des sanctions, gardent quand même le gain? Alors, ça dépend, il peut y avoir du gel des avoirs. S'il y a une participation à du blanchiment, il peut tout à fait y avoir un gel des avoirs dans les fonds d'investissement. On l'a vu au moment des sanctions vis-à-vis de la Russie, il y a eu énormément de gel des avoirs, dont de l'argent qui était placé dans des fonds d'investissement, et de l'argent qui ne pouvait plus remonter. Si on sait que c'est un oligarque qui participe à la guerre, qui a financé, son argent ne reviendra jamais et la société de gestion n'aura pas le droit d'en profiter. Donc ça dépend de la sanction qui est prononcée, mais le gel des avoirs peut exister, donc il faut faire attention à ça. Les gains appartiennent vraiment au fonds d'investissement?
Alors, oui, ça, on va le voir après, c'est une très très bonne question. Comment est-ce qu'on partage l'argent? Parce que ça, vous avez compris, c'est une entité juridique qui, en fait, ce fonds d'investissement-là, il n'a pas de marque. Il a même pas d'employés, il n'a pas de machine, il n'a pas de système productif, il n'a rien. C'est vraiment une poche d'argent, c'est juste une poche d'argent. C'est ici qu'il y a des employés. C'est ici qu'il y a une marque, qu'il y a de l'IP, peut-être qu'ils ont développé de la technologie, voilà, BlackRock, c'est là-dedans qu'il y a Aladdin. C'est pas dans les fonds. Le fonds, c'est vraiment juste la poche d'argent. Et comme elle est transparente, en fait, l'argent est investi, l'argent revient, et après, il ne va pas rester là, ça ne sert à rien qu'il reste ici. Donc, on va se poser la question de comment est-ce qu'on rend l'argent aux investisseurs et quelle part va prendre la société de gestion. Et ça, on va le détailler un petit peu plus tard. Parce que vous avez dit que le fonds est une entité juridique. Oui, tout à fait. Donc, elle a une personnalité. Alors, ça dépend. Assez souvent, elle n'a pas de personnalité juridique. C'est-à-dire que le fonds, en tant que tel, par exemple, n'a pas le droit d'ester en justice, elle n'a pas le droit de poursuivre quelqu'un en justice. Mais ce que je dis là est à relativiser. Il y a des sociétés, des fonds d'investissement qui ont parfois des personnalités juridiques. Ça dépend vraiment de... il faut toujours se poser la question. C'est jamais une évidence. Nous, on avait un client, je me rappelle, en Angleterre, qui voulait des fonds avec une personnalité juridique, et donc il les faisait en Écosse. Parce qu'en Écosse, il y avait des fonds avec des personnalités juridiques, alors qu'en Angleterre, ils n'avaient pas de personnalité juridique. En France, un fonds d'habitude n'en a pas, mais il y a la SLP, par exemple, qui est une société de libre partenariat, qui, elle, a une personnalité juridique. Donc c'est une réponse qui est assez variable. Parfois, on fait des fonds sous la forme de SAS, sous la forme de société civile, et auquel cas, ils ont une personnalité juridique. Donc il n'y a pas de réponse oui ou non, mais c'est une bonne question, parce que c'est vrai que s'il y a une personnalité juridique, il y a un patrimoine, mais c'est un patrimoine qui n'a pas vocation à rester là. C'est vraiment, le fonds, il a vocation à être liquidé assez rapidement. Est-ce qu'il y avait d'autres interrogations sur cette première introduction? Oui. Votre prénom, pardon? Eric. Concernant le fonds, je me rappelle plus de la raison que vous avez donnée pour expliquer pourquoi on le représentait en triangle. Alors, c'est parce que c'est fiscalement transparent. Voilà, c'est parce que l'argent, il va remonter en principe sans imposition, sans être imposé. L'idée, c'est de dire, écoutez, si les investisseurs avaient investi en direct dans le portefeuille, ils auraient eu leur fiscalité personnelle, personne morale ou personne physique. Mais ce n'est pas parce qu'on utilise un fonds qu'il devrait avoir plus d'imposition. C'est comme s'ils avaient investi en direct. Donc ce qu'on dit, c'est, bon, le législateur dit ça partout, c'est vrai, c'est comme s'ils avaient investi en direct, donc on n'impose pas ici, mais par contre, lui, il a investi 1 million d'euros, il en a gagné 2, sur les 2 millions d'euros qu'il a gagnés, là, il va payer son impôt. S'il est aux États-Unis, il paiera son impôt aux États-Unis, s'il est en Europe, il le paiera en Europe, en fonction de sa fiscalité à lui. Mais l'idée, c'est qu'ici, il n'y ait pas de ce qu'on appelle le frottement fiscal, c'est-à-dire qu'on ne perd pas d'argent fiscalement parce qu'on a créé une entité au milieu. Oui, mais là, je comprends qu'on ne perd pas d'argent. Mais concernant la société de gestion. Pareil, la société de gestion, elle va recevoir une partie, on détaillera combien, du fonds d'investissement, et cet argent ne sera pas taxé à ce niveau-là. Mais par contre, quand elle va, elle, recevoir, on pourra détailler ce qu'on appelle le caride, quand elle va recevoir le caride, elle sera imposée à ce niveau-là. C'est elle qui paiera son impôt ici. Et eux, ils vont recevoir ce qu'on va appeler les distributions, les distributions. Et bien, c'est à ce moment-là qu'ils seront imposés. Mais ils ne seront pas imposés ici, en principe, dans 80% des cas. Donc c'est pour ça qu'on a cette convention fiscale de représenter les fonds avec un triangle. Et elle paiera l'impôt juste sur la caride qu'elle reçoit, c'est ça? Exactement. Exactement. Et ça, c'est un enjeu massif. C'est assez drôle, l'impôt sur le caride, on peut faire une petite parenthèse, mais dans toutes les élections américaines, par exemple, vraiment, les démocrates et les républicains sont toujours d'accord pour une chose, c'est taxer plus le caride aux États-Unis. Donald Trump l'avait promis, Hillary Clinton l'avait promis, Biden l'avait promis, Trump l'avait... Et ils ne le font jamais, parce qu'il y a des enjeux économiques massifs. Et en fait, la question, on rentre un peu dans la technicité, mais ce caride qui représente vraiment dans cette industrie des milliards et des milliards, c'est des sommes très 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 importantes. C'est des gens qui, c'est même parfois un peu critiqué les sommes qu'ils peuvent recevoir. Il y a un professeur qui en fait un peu son cheval de bataille. Ces milliards-là ne sont pas imposés à l'impôt sur le revenu. Vous savez, en France, l'impôt sur le revenu, c'est un barème qui est progressif. Voilà, vous avez tous des revenus et vous voyez que vous passez des tranches en fonction des montants que vous gagnez. Ils sont souvent imposés en tant que capital gain, des plus-values
de valeur mobilière. Donc on dit c'est pas le revenu de votre travail, mais c'est le revenu de votre investissement en valeur mobilière. Et ces montants-là, en France, sont taxés moins que le travail, sont taxés à 30%. Et c'est un peu pareil aux États-Unis, c'est taxé moins que le travail. Et à chaque fois, à chaque élection, on dit c'est un scandale, c'est n'importe quoi, ça devrait être plus taxé, tout le monde est d'accord pour le dire. Personne ne le fait parce qu'il y a des enjeux économiques monstrueux derrière, il y a des gens très importants, et puis il y a surtout ce risque de dire que quand on touche à la planète finance, elle est très mobile, la planète finance. Donc en fait, s'il faut arrêter de recevoir son caride aux États-Unis, il faut aller vivre à Dubaï, ils iront à Dubaï, ils paieront 0%, donc venez pas trop les embêter. Mais donc ça, c'est un enjeu assez intéressant, c'est l'imposition du caride, mais ce caride n'est jamais imposé ici. Ça, c'est assez naturel, assez normal. On accepte que ce ne soit pas imposé au niveau du fonds, mais que ce soit imposé dans les mains de la société de gestion. Par rapport à la société de gestion, est-ce que c'est elle qui investit directement ou c'est plutôt le fonds d'investissement? Parce que vu qu'en général les fonds n'ont pas de personnalité morale. Donc... Mais non seulement il n'y a pas de personnalité, mais il n'y a personne dedans. Il n'y a pas de salarié, il n'y a rien en fait. Il faut vraiment se dire, le fonds c'est juste une poche d'argent qui est gérée par lui. Vous voyez, qui est investi ici. Lui il investit. Attends, je fais n'importe quoi. Lui il investit. Et lui, il le gère. Donc c'est vraiment la société de gestion qui va prendre les décisions en disant voilà, on va investir dans telle société, dans tel immeuble, dans telle voiture de luxe, dans telle œuvre d'art, dans tel bitcoin, dans tel, etc., etc. Donc c'est la société de gestion avec son processus interne. Est-ce que c'est une personne seule qui décide? Est-ce que c'est un comité qui décide? Est-ce que c'est validé par plusieurs échelons? Voilà, chez BlackRock, une décision, ça doit être, je pense, assez long à prendre parce qu'il y a plusieurs échelons décisionnels, surtout quand c'est des gros montants. Dans une petite société de gestion, on se met autour de la table, on se met d'accord, on se tape dans la main et on investit. Donc c'est vraiment la société de gestion qui a ce rôle de, comme son nom l'indique, gérer le portefeuille d'investissement du fonds. Et la société de gestion, elle va avoir plusieurs fonds. Elle peut avoir des fonds thématiques. Alors une petite société de gestion, elle va avoir un seul fonds. Elle va dire on investit tous les 3 ans un fonds dans la biotech, mais elle peut créer d'autres fonds en disant voilà, maintenant, après avoir fait la biotech, ça a bien marché, j'ai envie qu'on fasse du health tech, j'ai envie qu'on fasse du consumer tech ou quoi que ce soit. Et donc, elle peut lancer de nouveaux fonds avec de nouvelles thématiques. Et d'ailleurs, c'est là que repose toute la tension dans un fonds d'investissement. Parce que vous avez 100% des décisions qui sont prises ici et 100%, allez, on va dire 98% de l'argent qui est investi là. Ça, c'est 98% de l'argent. Très souvent, on va demander au manager de mettre un petit peu d'argent, ce qu'on appelle skin in the game. Il va investir son argent, il va dire, allez, je ne vais pas gérer que votre argent, je vais aussi gérer le mien. Je crois en ma stratégie. Je sais que cet argent va bien travailler, va générer du rendement, je sais que ça va être positif. Donc le manager, il va mettre de l'argent lui-même. Il va mettre souvent 2%. Et d'ailleurs, ces LPs, ces limited partners, ceux qui sont là, vous voyez, là, en anglais, c'est le GP, et là, c'est les LP. Les LP vont dire, écoute mon pote, si tu crois à ta stratégie, tu mets ton argent dedans. Et donc, la pratique de marché veut que ce soit un montant de l'ordre de 2%. Voilà, comme ça, on considère qu'il y a un peu de skin in the game, mais la grande majorité vient des investisseurs. Et pourtant, c'est lui qui va prendre les décisions. Donc, on va rentrer dans le détail, mais il y a un énorme sujet de conflit d'intérêts. Si quelqu'un me donne 100 € et me dit, vas-y, investis-le, et tu vas prendre une partie de ses retours sur investissement, si c'est que l'argent de quelqu'un, je peux prendre énormément de risques. Je peux aller sur des territoires inconnus, je peux ne pas faire très attention ou quoi que ce soit, sachant qu'on va le voir dans le modèle économique, la société de gestion gagne de l'argent avant d'avoir généré du rendement. Donc, il y a vraiment un sujet de conflit d'intérêt entre celui qui prend le risque et celui qui prend les décisions, et lui qui est incité à prendre beaucoup de risques pour faire des retours importants, mais en jouant l'argent des autres. Vous voyez, c'est comme si on va à la roulette. Est-ce que si on met son argent, on va peut-être jouer sur le rouge ou sur le vert pour avoir une chance de gagner, alors que si on joue l'argent des autres, on préfère jouer sur un chiffre, et on se dit, au moins, on va faire x100 et on va prendre une belle partie, alors qu'on a peu de chances de gagner. Et donc là, il y a une vraie tension entre les deux, et toute la réflexion autour de la structuration de ce fonds d'investissement se fait pour équilibrer ce risque, contrôler la société de gestion, qu'elle ne fasse pas absolument n'importe quoi, comment les investisseurs peuvent
être certain qu'il soit géré en bon père de famille, intelligemment, etc., etc. Donc ça va être un enjeu très très important de la relation de confiance qui existe entre un manager et ses investisseurs. Je crois que vous aviez... Non, je voulais juste poser la question. Est-ce que dans ce cas, le fonds d'investissement a des garanties de seuil pour la personne qui investit? C'est-à-dire, je vous garantis par exemple 2 ou 3% de gains obligatoires. Alors, c'est jamais garanti. On le verra après comment fonctionne, on peut même le voir maintenant si vous voulez, la waterfall, mais c'est jamais garanti. Et même le jour où l'AMF voit garantie quelque part, c'est une sanction qui va tomber immédiatement. Au contraire, on voit tout le temps, le capital n'est pas garanti, le capital n'est pas garanti. Ils vont prendre des risques. Celui qui investit dans une start-up, il a 8 chances sur 10 que son argent vaille zéro au bout de 3-4 ans, parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de risques, que c'est une jeune société, qui n'a pas trouvé son marché, qui n'a pas encore de produits, des jeunes entrepreneurs, donc il prend un risque très important. Il y a une vraie chance pour qu'on aille à zéro. C'est pour ça que la stratégie du venture capital, c'est d'investir non pas dans une start-up, mais dans 100 start-up, et avec 100 start-up, espérer qu'il y en ait 2-3 dans le lot qui se portent très très bien pour racheter tout le portefeuille. Mais il y a un risque très important. Ceux qui investissent dans le Bitcoin, aujourd'hui ils savent que ça vaut quelque chose, ils espèrent que ça vaudra plus demain, peut-être que ça vaudra moins, et peut-être qu'il y aura un bug informatique et que ça vaudra zéro. Il y a un risque qui est toujours pris, on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'il y a des stratégies qui vont être plus ou moins risquées. Celui qui investit dans l'immobilier, c'est pareil. Peut-être que l'immobilier va valoir zéro. C'est quand même très peu probable. Quand on achète un immeuble, ça vaut toujours quelque chose. Le marché de l'immobilier est assez stable. Il n'augmente pas forcément beaucoup, mais il ne chute pas dans des proportions non plus délirantes, même s'il a perdu un petit peu depuis le Covid. Donc les fonds immobiliers sont ceux qui ont le rapport risque-rendement le plus faible. Ils prennent assez peu de risques, ils ont assez peu de rendement. Le venture capital, c'est le plus élevé. Ils prennent beaucoup de risques, et ils peuvent avoir beaucoup de rendement, mais ils risquent de perdre aussi beaucoup d'argent. Donc il n'y a vraiment jamais rien de garanti. Et si vous voulez, je saute tout de suite à cette partie, puis je reviendrai en arrière. On peut expliquer comment fonctionne le mécanisme de waterfall dans un fonds d'investissement. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la waterfall, ou pas du tout? Bon, la waterfall, c'est un terme anglais qui décrit une cascade. Et en fait, la cascade, c'est celle qui va nous dire comment est-ce qu'on répartit l'argent entre la société de gestion et les investisseurs. On investit, disons, les investisseurs mettent 100 millions, allez, disons qu'ils ont mis 98 et la société de gestion a mis 2 millions, mais qu'importe, on a un fonds à 100 millions. Ce fonds, il est investi et il va générer 250 millions. Bravo, on a fait 2,5x, on a multiplié par 2,5 l'argent investi. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, d'après vous, comment est-ce qu'on rend l'argent? Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qui vous semblerait faire? Par pourcentage de la somme investie par les LP. Pardon? Par pourcentage de la somme investie par les LP et par les 2% que... Alors voilà, la première étape, c'est de rendre l'argent en fait. C'est-à-dire que il y en a qui ont investi 100 millions, même si c'est 88,2, on rend cet argent. Donc sur les 250, les premiers 100 millions, on va prendre 100 millions, on va faire moins 100 millions, c'est rendre l'argent aux investisseurs. Ça, c'est la première étape de la cascade. Donc on va arriver, ensuite, il va nous rester 150 millions à partager. Mais la première étape, c'est rendre l'argent. On rend l'argent aux investisseurs qui l'ont investi. C'est assez logique, les investisseurs, ils n'ont pas envie que le manager gagne de l'argent tant qu'il n'a pas rendu l'argent. Parce qu'en fait, s'il prend de l'argent avant d'en avoir rendu, autant ne pas investir chez lui parce qu'on garde son argent et on est plus riche qu'on l'était au démarrage. Donc ça, c'est la première étape, c'est rendre l'argent. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait des 150 millions qui nous restent? On partage. Alors, pas tout à fait, pas encore. Mais alors, c'est un peu compliqué, mais il y a cette idée-là. En fait, on va finir par partager. Il y aura une quatrième étape, et c'est bien d'en parler tout de suite, parce que comme ça, on comprend, qui va être le paiement du caride. Et les fameux 20% qu'on avait ici, en fait, c'est ces 20%, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est 20% qu'on va donner très souvent en caride. Donc ça va être le partage, mais pas tout de suite. Parce que en fait,
les investisseurs, ils disent, écoute, j'ai fait confiance à ton fonds d'investissement, mais j'aurais pu le mettre ailleurs, cet argent. Et si j'avais mis ailleurs, par exemple, les bons du Trésor américain, la bourse américaine, quoi que ce soit, je sais que j'aurais gagné de l'argent. Je sais que j'aurais déjà fait une plus-value. Donc, avant que tu partages, avant que tu ailles chercher ton argent à toi, ta rémunération, ta performance, tu vas me payer ce qu'on appelle le rendement prioritaire en français ou le hurdle. Le hurdle, le rendement prioritaire. Ce rendement prioritaire, c'est une manière pour les managers d'aller voir leurs LPs et de leur dire, écoute, fais-moi confiance avec ton argent et tu vas toucher un pourcentage avant que je gagne de la performance. Et ce pourcentage, historiquement, on l'a fixé entre 6 et 8%. 6 pour les fonds pas très performants, 8 pour les fonds performants. Pourquoi ? Parce que l'industrie du private equity est née au moment où la bourse, grosso modo, rapportait ça aux États-Unis. On pouvait toucher du 8% en bourse. Donc, les gens qui ont fait confiance, qui voulaient mettre dans des fonds d'investissement, ont dit, écoute, voilà, vous me donnez l'équivalent de ce que j'aurais pris en bourse, et après, on fait un partage. Mais moi, je veux toucher d'abord mes 8% annuels. Donc, on pourrait calculer le nombre d'années que ça a pris pour aller générer cet argent, mais partons du principe que ça n'a duré qu'une année, ça a été vraiment incroyable. En un an, on a fait 2,5, hein, ce qui n'est évidemment très improbable. Mais comme ça, on va dire qu'on avait un 8%, et donc 8%, ça va faire du, si je ne dis pas de bêtises, 12 millions d'euros. Donc là, les 12 millions d'euros suivants, on les donne aux LPs. Le manager, il n'a toujours rien touché. Alors s'il avait mis 2%, il est traité comme un LP, c'est comme un investisseur, il va récupérer les 2 millions, puis 2% de 12 millions d'euros. Mais ça, c'est la deuxième étape. La deuxième étape, c'est payer le hurdle. Ce hurdle qui est entre 6 et 8%. C'est pour dire aux LPs, voilà, vous avez touché de l'argent, vous avez fait une performance, et si on fait mieux que 8, et là on a fait beaucoup mieux que 8, parce qu'en un an, on a réussi à faire ça, mais 8 sur 10 ans, ça devient compliqué à faire, hein. Parce que 8 sur 10 ans en intérêt capitalisé, c'est pas du 80%, c'est nettement plus que ça, hein. Donc c'est des sommes qui peuvent être assez importantes quand même. Mais en tout cas, tant qu'on n'a pas touché ces 8%, alors le manager ne gagne pas d'argent. Il y a une troisième étape qui intervient, c'est ce qu'on va appeler le catch-up. Le catch-up, qu'est-ce que c'est? C'était une invention très intelligente des managers de fonds d'investissement qui vont dire « Écoute, c'est bon, tu as touché tes 8%, j'ai atteint le benchmark, j'ai atteint l'objectif qu'on s'était fixé de battre la bourse américaine. Maintenant, le deal entre toi et moi, c'est qu'on fasse 80-20. Et donc, pour qu'on fasse 80-20, il faut que je fasse un rattrapage. C'est vraiment cette idée de catch-up, je dois te rattraper. Et donc, sur cette troisième étape, je suis tout seul à prendre l'argent. Je prends 20% des 8% que tu as touchés. Donc, si tu as touché 12 millions d'euros, moi, je dois toucher... en fait, je dois toucher 25% de ces 12 millions d'euros pour arriver à mon 80-20 à la fin. Je vais vous expliquer pourquoi 25%. Si on faisait un truc plus simple, si on disait que le hurdle, ils avaient touché 100 millions d'euros. Si je donne que 20% de 100 millions d'euros en catch-up, alors je n'ai donné que 20 de 120. Je n'ai pas donné 20%, j'ai donné 20 pour 120. Donc je n'ai pas donné 20%. Donc pour rattraper, pour arriver aux 20%, je fais un catch-up sur 25% des montants qui ont été distribués. Ici. Donc ici, 25%, ça fait 2,5 et ça fait 3, si je ne dis pas de bêtises, non? Oui, ça doit faire 3. Donc ici, il nous restait 138 millions. Je donne 3 millions d'euros ici en catch-up au manager. Et là, il me reste 138 millions d'euros à diviser 80, 20. Et comme ça, on est certain qu'on a bien respecté le 80-20. On est certain que la personne a touché au moins 8%. Elle va toucher même plus parce que là, elle va
le LPs, il va continuer à recevoir de l'argent. 80 pour les LPs et 20 pour le GP. Le manager touche 20% de la performance après le catch-up. Donc là, si vous avez une calculette et que vous voulez le faire, je serais ravi que vous le fassiez pour moi. 138 divisé, enfin 20% de 138 et 80% de 138. Et on va savoir dans notre exemple combien ont gagné les investisseurs et combien a gagné le manager. Donc en haut, c'est que les LPs, ils touchent 100% de ça, 100% de l'argent. Ici, c'est encore les LPs, ils touchent 100% de l'argent qui reste. Vous voyez, c'est cette idée vraiment de cascade, c'est-à-dire qu'on donne l'argent dès que le brodo est plein, on passe à un deuxième brodo, à un troisième étage, à un quatrième étage. Donc là, on donne 100% LPs. Là, on donne 100% au GP. Alors, ça représentait que 3 millions d'euros, mais c'est déjà ça. Et là, on fait 80, 20, le manager, les investisseurs. Ça fait 110,4 pour les 80%. Merci beaucoup. Donc, les LPs vont toucher 110,4. Et le manager touche... Ça fait 27,6. 27,6, merci beaucoup. Donc voilà, donc le manager, il aura même touché 27,6 sur ce dernier étage. Il aura touché 3 millions d'euros ici, donc en fait, il aura touché 30,6 au total sur cet exemple. 30,6 pour le manager et les investisseurs auront touché 100 plus 110,4. Ils auront touché 210,4. Voilà. Concernant l'imposition, c'est juste à la quatrième étape qu'elle serait imposée ou la troisième et la quatrième? Alors en fait, le manager, il va être imposé dès qu'il touche de l'argent. Donc en fait, il va être imposé dès le catch-up. Donc s'il touche... Parce que vous comprenez, ça peut s'arrêter. C'est-à-dire que là, on a fait un exemple où tout se passe bien. Mais admettons qu'on ait investi 100 et que ces 100 aient généré 80 millions d'euros parce qu'on a perdu 20%, ben, ça s'arrête là. Et on n'a pas rendu l'argent et les investisseurs sont très mécontents. Si on avait fait 106, eh ben, ça se serait arrêté au deuxième. On n'aurait pas donné les 8% à tout le monde. On aurait donné juste 6%, il n'y aurait jamais eu de catch-up. Si on avait fait, vous voyez, à chaque fois, je peux continuer comme ça. Et ça peut s'arrêter. Et l'idée, c'est que là, bah, ça ne s'arrête plus, en fait, parce que là, on fait du 80-20. Donc, tant qu'il y a de l'argent, on distribue 80-20, 80-20, 80-20. On est certain que les investisseurs ont été remboursés, qu'ils ont touché leur hurdle. Vous comprenez que dès qu'on arrive dans le caride, ils vont toucher mieux que les 8%. S'ils touchent ne serait-ce que 1 euro de plus au moment du caride, eh ben, ça veut dire qu'ils font du 8,00 quelque chose %. Et ça se trouve, ils vont, là dans notre exemple, ils font une performance qui est assez incroyable. Ils font du, sur un an, ils font du 100 millions, ils font 110 millions d'euros de gains. Ils font du 110,4%, tout simplement. Donc c'est une performance exceptionnelle. Hein. On a un très brillant manager ici. Donc voilà comment est-ce qu'on partage l'argent entre les managers et les investisseurs. Donc vous voyez qu'il y a une part importante du gain qui est prise par le manager, qui, lui, s'il avait pu prendre un risque incroyable en mettant les 100 millions d'euros dans des sociétés qui auraient pu faire 1 milliard, il aurait gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc il a intérêt à que le portefeuille soit très performant. C'est le mécanisme qu'on a trouvé pour aligner les intérêts et pour faire en sorte que voilà, les investisseurs retrouvent leur argent, touche un pourcentage et qu'après, on partage l'argent et il y a une somme qui est non négligeable qui est gagnée par le manager. Et je prends votre question juste après, mais imaginez que ça, on parle d'une industrie qui gère des centaines de milliers de milliards et donc il y a des sociétés de gestion, parfois pas très grandes, où il y a quelques personnes qui se partagent du caride, qui se comptent vraiment en milliards parce que 20% d'un milliard investi, ça fait 200 millions d'euros. Ça peut être très, très lucratif rapidement. Eric. Et concernant les frais de gestion de la société de gestion, elles ne sont pas prises en compte dans ces différents... Alors, elles sont parfaitement prises en compte et c'est bien. Vos questions me permettent d'avancer dans cette présentation. Effectivement, ce n'est pas les seuls flux financiers qu'on va avoir dans un fonds d'investissement. Eric, vous évoquez le point des frais de gestion. Effectivement, une société de gestion, elle va gérer son fonds sur le temps long. Des investissements dans des sociétés, ça prend beaucoup de temps avant d'être mature, de générer une plus-value. Là, on avait fait un exemple simple
avec 100 millions d'euros investis, en un an, on aurait eu 250 millions, ça n'existe quasiment jamais. En fait, ça prend 3, 4, 5, parfois 10 ans pour qu'une société arrive vraiment à maturité et qu'on puisse la revendre avec la plus-value escomptée. Donc, pendant ces 10 années, le manager, il a besoin de vivre, il a besoin d'un salaire. Il va travailler pour le fonds avant de faire de la performance. Il va aller identifier des opportunités, négocier, faire des due diligence, accompagner les sociétés ou le portefeuille d'actifs pour le valoriser. Donc tout ça, ça demande du travail, ça demande des gens, ça demande des locaux. Enfin, c'est toute une organisation qui ne peut pas se permettre d'attendre uniquement le paiement du caride qui va intervenir peut-être en année 6, 7 ou 8 de la vie d'un fonds d'investissement. Donc il y a effectivement, Eric, des frais de gestion. Alors, il ne faut pas confondre, il y a plusieurs notions. Il y a la notion de frais et il y a la notion de commission. Les frais, c'est ce que le fonds va payer aux personnes externalisées. Ça va être les avocats, les auditeurs, les comptables, les banques, etc. C'est tous les frais, les frais de recherche éventuellement, les frais de recrutement, s'il y a du recrutement à faire dans les participations ou quoi que ce soit. Donc c'est les frais de toutes les personnes qui vont aider le fonds à exister, à être florissant et à avancer. Donc ça, c'est l'ensemble, ça c'est les frais. Donc on va diviser en deux catégories, les frais de constitution et les frais de gestion. Donc les frais de constitution, c'est, comme son nom l'indique, les frais qu'on paye à la constitution, qui sont plus importants, parce que ça nécessite d'avoir des avocats, etc. C'est des coûts assez élevés. Et les frais de gestion, qui sont les frais annuels payés par le véhicule d'investissement pour sa gestion quotidienne. Les frais de constitution, c'est souvent 1% du total levé. Il y a souvent une limite. Les investisseurs vont dire « ne dépensez pas plus de 1% pour vos avocats, etc., etc. » dans la constitution du véhicule. Et les frais de gestion, eux, ils vont être aux alentours entre 1 et 2% annuels pour la gestion de ce véhicule. Donc ça, c'est les frais. C'est ce qui va payer les personnes externalisées. Et à côté des frais, on a la commission de gestion. Et la commission de gestion, c'est ça qui va faire le salaire du manager pendant toutes ces années. Et cette commission de gestion, on peut dire qu'elle est grosso modo de 2%, mais ça peut varier en fonction des investisseurs, en fonction de la taille du fonds. Vous comprenez que si on a un fonds de 1 milliard d'euros, 2%, c'est quand même 20 millions d'euros annuels. On n'a peut-être pas besoin de 20 millions d'euros en haut pour gérer une petite équipe de gestion, même un back-office, etc. 20 millions, c'est un peu excessif. Donc les investisseurs vont dire non, non, vous ne prenez pas 2%, vous prenez 1, ça fait 10 millions, c'est déjà très bien, vous avez une belle équipe, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous êtes beaux locaux, donc pas plus de 1%. Quand c'est un petit fonds qui va être de 50 millions par exemple, 2%, c'est 1 million d'euros par an. C'est pas beaucoup d'argent. Donc ça peut être insuffisant pour gérer une équipe complète. Donc les managers vont dire, attendez, il nous faut un peu plus que 2, on va être à 2,5, 2,75, quoi que ce soit. Et certains LPs peuvent négocier de payer moins de frais pour eux et pas pour les autres. Donc on a une commission de gestion qui est payée tous les ans. Donc en fait, le fonds qui va lever 100 millions d'euros, il ne va pas investir 100 millions d'euros. Parce qu'il y a de l'argent qui part en dehors de l'investissement. Il y a de l'argent qui va partir pour ses intermédiaires externalisés et pour la société de gestion. En fait, tous les ans, le fonds, il va dépenser, vous voyez, quelque chose comme 4%, allez, un petit peu moins, disons 3% de frais généraux et d'argent non investi. Donc, s'il lève 100 millions d'euros, eh ben, l'année 1, ça va lui coûter 3 millions d'euros, l'année 2, 3 millions d'euros, l'année 3... Et sur la durée de vie d'un fonds, et on va voir quelle est-elle rapidement, ça peut commencer à faire un petit peu d'argent. C'est-à-dire qu'il y a grosso modo 20% de l'argent levé au total qui ne sera pas investi. Ce qui veut dire que sur les 100 millions d'euros qu'ont investi les investisseurs, seulement 80 vont pouvoir venir dans le portefeuille. Et donc ces 80, il va falloir qu'ils soient très bien investis et très productifs pour aller déjà rattraper les 100 millions d'euros, pour les donner, pour payer le hurdle, et si après le manager veut être dans le catch-up. Donc avec cette couche de frais,
il faut que la performance du portefeuille soit bien supérieure à ce qu'on pourrait attendre pour avoir simplement un caride avec une enveloppe très investie. Et ça, c'est essentiel. Et la critique qu'on peut faire, c'est celle que je vous donnais tout à l'heure implicitement, c'est de dire les trop gros fonds, à un moment, est-ce qu'ils n'arrivent pas à vivre uniquement des frais et pas de la performance? S'ils vivent que des frais, ils sont tranquilles. Ils n'ont pas besoin de se donner trop de mal, ils n'ont pas besoin de faire des super deals, ils n'ont pas besoin de se prendre la tête avec leur participation, d'aller chercher la performance. Ils peuvent très bien vivre. Il y a des fonds qui se comptent en centaines de milliards, notamment dans le venture capital américain, qui sont de petites équipes. Et quand ils ont des centaines de milliards sous gestion, ils ont des centaines de millions de frais, et aller chercher de la performance, c'est plus une nécessité pour eux. Donc ça peut poser problème. C'est là où je vous disais qu'il y avait potentiellement un conflit d'intérêts entre les investisseurs et le manager, parce que les investisseurs ne veulent pas que le manager se repose sur ses 2% par an et disent au revoir à la performance. Il faut que tout le monde aille chercher de la performance pour que ça rapporte aux investisseurs et que ça rapporte aux managers. Donc ça fait partie des différents coûts qu'il y a dans la gestion d'un fonds d'investissement. Et d'ailleurs, on va rentrer dessus tout de suite, mais vous allez voir que c'est assez variable, ces coûts-là. Pourquoi? Parce qu'il y a très souvent un calendrier dans la vie du fonds. On a deux types de fonds. On a les fonds fermés et les fonds ouverts. Est-ce que vous faites la différence entre ces deux types de fonds? Non. Emmanuel a une idée. Je suppose que, disons qu'au début de l'année, il n'y a plus d'argent qui peut rentrer peut-être dans le fonds, quand c'est un fonds fermé. Quand c'est un fonds ouvert, on peut accueillir des investisseurs en continu. Ouais, c'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire que le fonds fermé, il a une maturité donnée, il a une fin de vie qui est prévue dans ses statuts. Dans ses statuts, on dit, dans 10 ans, c'est très souvent comme ça, dans 10 ans c'est fini, on rend l'argent. Il faut que faut que ça tourne et on ne laisse pas l'argent pendant plus de 10 ans. 10 ans, c'est déjà un cycle assez important à l'échelle humaine. Donc c'est exactement ça. Donc si on accueillait de l'argent d'investisseurs pendant trop longtemps, on n'aurait pas le temps de le mettre au travail pour être liquidé dans les 10 ans. Donc c'est pour ça qu'on ferme effectivement le fonds, à la fois à la fin et au début, pour que les investisseurs ne puissent plus venir pendant un temps donné. Donc ça, c'est très souvent la structure des fonds de private equity. On va parler d'un 10 plus 2, parce que on va se dire qu'en principe, ça dure 10 ans, mais s'il y a des circonstances qui le justifient, on peut envisager 2 années supplémentaires. On va se dire, bon bah, on a une super société, le marché n'est pas terrible, on ne va pas la vendre à un très bon prix maintenant. Allez, on se donne encore 1 année, on se donne encore 2 ans, on va renégocier parce que 2 ans, il ne faut pas que le manager se dise « Ah super, je vais faire plus 2 parce que moi je prends 2% de plus tous les ans, ça me va bien ». Non, il faut qu'il y ait une rationalité économique, que ce soit justifié, que ça puisse être démontré. Il y a souvent l'objet d'un vote et on va se permettre de faire plus 2 s'il le faut. Donc ça, c'est typiquement les fonds de private equity. C'est les fonds qui vont investir dans des sociétés. Vous faites la différence entre le private equity et le public equity? Private equity, c'est j'investis dans des sociétés non cotées. Public equity, c'est j'investis dans des sociétés cotées, qui sont publiques, qui sont accessibles au public. C'est 2 stratégies totalement différentes et on verra que ça a pondu 2 réglementations très différentes. Et donc les fonds de private equity, ils vont très souvent vivre sur ce modèle du 10 plus 2. Et donc en fait, ils vont avoir plusieurs périodes dans le calendrier. La première qui est une période de souscription, c'est ce que disait Emmanuel tout à l'heure. Les investisseurs peuvent venir pendant un temps donné. On va dire que ça va être souvent 12 plus 6, 12 mois, éventuellement 6 mois de prolongation s'il faut. Là, les investisseurs vont arriver. Il va y avoir une période d'investissement. La période d'investissement, elle va être entre 4 et 5 ans. On va investir l'argent des investisseurs. Pourquoi est-ce que la période d'investissement est limitée? On ne veut pas investir en année 7. Parce qu'en année 7, on sait qu'on n'aura pas le temps de valoriser le portefeuille et de revendre à un bon prix en année 10. Il faut que l'argent revienne. Le problème de ce genre de fonds, c'est le problème de liquidité. C'est quand les investisseurs mettent leur argent, attendre 10 ans, c'est long. C'est très long d'attendre 10 ans. Et ils ont besoin de retrouver de l'argent avant ces 10 ans. Donc, ils imposent aux managers une période d'investissement relativement serrée. Il ne faut pas que ce soit trop court. Il ne faut pas que l'argent soit dilapidé en 1 an dans n'importe quelle société. Il faut prendre le temps de bien les sélectionner. Mais il ne faut pas que ça déborde trop non plus. Donc, on va limiter de 4 à 5 ans. Et on va dire, pendant ces 5 années-là, allez, vous investissez.
Et après, pendant toute la période du fonds, mais on imagine que ça n'arrivera pas beaucoup au démarrage, on va avoir une période de désinvestissement jusqu'à l'année 10. Et là, on va vendre les participations qu'on a. Donc là, c'est la période d'investissement. Et ça, c'est la période de désinvestissement. On peut désinvestir à tout moment. Si on a une société qui se porte très bien et en un an, elle a atteint les performances qu'on voulait le faire, et bien tant mieux, on revend très vite, on rend l'argent aux investisseurs. Le manager, il a intérêt à rendre l'argent très vite parce que lui, il sait que chaque année, il y a son hurdle qui court. Chaque année, il doit 8% de plus à ses investisseurs avant de toucher, lui, son caride. Donc, s'il arrive très vite à rendre l'argent, il en sera ravi. C'est pour ça qu'il va utiliser beaucoup de dettes pour investir dans les sociétés. C'est pour ne pas utiliser tout l'argent. Et il va désinvestir dès que possible. Il va se limiter dans le temps pour l'investissement. Et la période de désinvestissement, elle va être aussi longue qu'il le faut. Mais lui, il aura intérêt à le faire très rapidement. Parfois, on a, même assez souvent, une période un petit peu intermédiaire qui est une période de réinvestissement. On va dire, écoutez, on n'a plus le droit de faire des investissements, mais par contre, les sociétés qui marchent bien, qu'on connaît, qu'on aime bien, qu'on a envie de booster et dans lesquelles on a envie de réinvestir, allez, on s'autorise à réinvestir jusqu'à l'année 6 ou 7. On ne va pas aller en année 8 ou 9 parce que là, c'est vraiment trop tardif, mais on peut réinvestir. On ne peut pas faire un nouvel investissement dans une nouvelle société, mais on peut réinvestir dans une société dans laquelle on a déjà une participation. Donc souvent, on a là une petite période supplémentaire qui est de réinvestissement qui va permettre de remettre de l'argent dans une société dans laquelle on aurait déjà investi. Ça peut courir jusqu'à l'année 6 ou 7. Et après, il faut par contre vraiment penser à liquider les participations. Et qu'est-ce qui va se passer dans cette période? Dans cette période, les investisseurs ne vont pas mettre tout leur argent tout de suite. En fait, ce qu'ils font, c'est ce qu'on appelle des engagements. Ils disent, écoutez, manager, j'aime bien votre stratégie, je m'engage à vous donner 100 millions d'euros. Je ne vous mets pas 100 millions d'euros sur la table, mais je vous promets que je vais vous les mettre le jour où vous en aurez besoin. Et ça, c'est une technique qu'a trouvé le manager pour dire, tant que je n'appelle pas l'argent, je ne paye pas les 8%. Et en fait, j'appelle l'argent le plus tard possible quand je vais vouloir investir. Comme ça, je sais que l'argent, il est vraiment mobilisé quand il travaille. Quand il ne travaille pas, je ne l'appelle pas. Comme ça, je ne paye pas mes 8% dessus. C'est comme si vous aviez vraiment une carte de crédit sur laquelle on peut tirer de l'argent. Plus vous tirez tôt de l'argent, plus les intérêts vont commencer à courir. Alors que si vous l'utilisez uniquement quand vous avez des achats importants à faire, c'est plus intéressant. Donc en fait, il y a cette période de souscription. Et après, c'est pendant la période d'investissement que les investisseurs vont débloquer les 100 millions d'euros petit à petit. Tiens, on achète une société à 10 millions. Allez, j'appelle tout le monde de 10%. Ah là, on achète une plus grosse, elle vaut 30 millions. On appelle tout le monde de 30%. Comme ça, petit à petit, on appelle tout le monde. On appelle soit pour payer les frais, soit pour payer les investissements. Et ce qui fait que sur les 100 millions investis, en fait, la moyenne du private equity est souvent aux alentours de 70-80% d'appelés. Et il y a une marge de ce qui n'est jamais appelé, que les managers vont se réserver au cas où il y a un coup dur, au cas où il se passe quelque chose d'inattendu ou quoi que ce soit. Et si on a besoin d'appeler de l'argent, on pourra les appeler à ce moment-là. Mais on n'en a pas besoin. Tout le temps. Donc, il y a cette période de souscription, période d'investissement, période de réinvestissement, période de désinvestissement qui vont courir tout au long de la vie du fonds. Et après, là, arrivé en année 8 ou 9, c'est bon, il faut organiser la liquidité, il faut vendre les participations. Le but, c'est pas de faire des empires financiers sur 1000 ans. Le but, c'est de rendre l'argent aux investisseurs et de le rendre liquide. Parce que dans cette formule-là de fonds fermés, nos investisseurs, ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas partir quand ils veulent. Ils sont engagés à mettre l'argent. Ça se trouve, ils ne reverront jamais un euro, mais ils n'ont pas le droit d'aller voir le manager et de lui dire « Ok, rends-moi une partie de l'argent maintenant, rends-moi tout mon argent l'année prochaine. » Non, il attend. Il est passif. En fait, il est passif. Il attend que le fonds investisse. Il accompagne ses portefeuilles. Et quand un actif est valorisé, quand il est vendu, hop, c'est à ce moment-là que l'argent remonte et que l'argent passe dans la waterfall. Est-ce qu'on est encore à l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 ou à l'étape 4 et on rend l'argent. Et en fait, on en arrive à ce qu'on appelle une courbe en J où on a le temps, la performance et pourquoi on parle de courbe en J? Parce que dans un fonds comme celui-là, les premières années,
il n'y a pas de performance. On investit dans une société qui vaut 10 millions, ce n'est pas le lendemain qu'elle vaut 12 ou 15 ou 20, ça va être dans quelques années, donc il n'y a aucune performance ces premières années. La performance, elle viendra après, mais par contre, il y a des frais. Et donc, sur 100 millions dépensés, il y a 10% de frais. Donc en fait, la performance, elle est négative, parce qu'on a investi 90 millions, donc on a un portefeuille qui vaut 90 millions, alors qu'on a dépensé 100, on a déjà une moins-value. Donc on commence souvent à avoir des moins-values au démarrage, c'est la courbe en J. Et là, quand le portefeuille commence à se valoriser, la courbe, elle va remonter petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à connaître une expansion. Et donc il y a une forme de J qui va permettre, dans le temps long, d'aller chercher la performance. Mais la performance, vous voyez, elle n'est pas immédiate, c'est assez naturel. Elle va venir dans le temps long quand les participations auront performé, amélioré leur performance et qu'on va pouvoir envisager de les revendre pour rendre l'argent aux limited partners et aux general partners en fonction de la waterfall. Donc on a cette courbe en J qui est assez caractéristique des fonds de private equity, où on va comme ça faire une boucle d'abord négative au démarrage et après explosive à la fin. Parce que très souvent, ces fonds, c'est des fonds qui sont très performants. La moyenne du private equity en France, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 14,2% par an. Donc c'est vraiment très solide. Vous mettez 100 € et dans 8 ans, vous faites fois 1,14 tous les ans. Donc l'année suivante, vous avez 14 000 €, puis après vous en avez 16, puis après vous en avez 20, puis après vous en avez 25. Donc c'est de très bons placements qui sont souvent meilleurs que la bourse ou l'immobilier, mais ça prend du temps. Donc il y a cet enjeu de liquidité, de dire, ok, j'investis progressivement, mais je veux récupérer mon argent dès que possible, et dès qu'il commence à y avoir de la maturité et de la performance, on va revendre et on va récupérer l'argent. Ça, c'est le calendrier typique d'un fonds fermé. Maintenant, les fonds ouverts. Comme le disait Emmanuel tout à l'heure, le fonds ouvert, c'est celui dans lequel on peut venir à tout moment et sortir quasiment à tout moment. C'est des fonds très différents. C'est des fonds, et là on va commencer après à discuter de la réglementation plus précisément, mais c'est ce qu'on va appeler des UCITS, ou en français des OPCVM. Et les OPCVM, ce sont des fonds liquides. Ce sont des fonds dans lesquels on peut investir, rentrer et sortir assez facilement. Mais pour avoir de la liquidité dans un OPCVM, dans un UCITS, il faut qu'on ait un portefeuille liquide. Parce qu'en fait, c'est bien beau de promettre de la liquidité, mais s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Donc comment on fait pour dire « Ah ben vous êtes rentré en janvier 2024, vous voulez sortir en mars 2026 », pas de problème. Eh bien on liquide une partie du portefeuille. Donc il faut investir dans des actifs qu'on peut vendre facilement. Si j'investis dans des sociétés qui sont cotées, je sais que le marché coté, il est quand même dynamique. Je peux revendre mes actions, ça ne prend peut-être pas une journée, ça prend peut-être 2, 3, allez, une semaine. Mais on arrive à le vendre quand même. Et il y a un cours qui est défini, je sais quelle valeur ça a, c'est assez facile à définir. Alors que quand je suis sur le marché privé des sociétés qui ne sont pas cotées, la vente d'une société non cotée, ça peut prendre des mois, des années, parfois ça ne marche pas, parfois il n'y a pas d'acquéreur, c'est un marché qui est beaucoup moins liquide. Donc les UCITS, les OPCVM, ils sont pensés pour avoir un investissement dans un portefeuille liquide. Les cryptos, aujourd'hui, ça peut faire un très bon OPCVM. Parce que la crypto-monnaie, il y a une énorme liquidité, on veut vendre tout de suite un coin, on le vend, et ça peut permettre de désintéresser les investisseurs. Donc c'est une logique qui est totalement différente. En fait, on n'est plus du tout dans ce 10 plus 2, on est dans une logique où vous pouvez rentrer et sortir quand vous voulez. Mais qui dit rentrer et sortir quand vous voulez pose d'autres questions qui sont problématiques. Parce que ici, on rentre sur 12 mois. On sait qu'entre janvier et décembre, le portefeuille, il ne va pas s'apprécier énormément. On investit dans des sociétés qui ont une certaine valeur. Il va plutôt, on l'a vu avec la courbe en J, plutôt diminuer que croître. Par contre, quand j'investis en janvier 2023 et en janvier 2026, 3 ans plus tard, c'est plus du tout la même histoire. Le portefeuille dans lequel j'ai investi, il vaut une valeur bien supérieure, en principe. Quand les managers se débrouillent bien, peut-être inférieure, mais là, il y a un problème. Mais il va avoir augmenté, il va avoir progressé. Donc quand on veut permettre, comme dans ce que les Américains appellent des hedge funds, quand on veut rentrer dans un hedge fund et sortir d'un hedge fund, en fait, on va faire varier le prix de la part. C'est-à-dire qu'on va arriver dans un portefeuille qui n'a plus la même valeur. Peut-être qu'on avait investi 100 millions au démarrage et que ces 100 millions valent 200 millions. Et bien celui qui rentrait l'année 1 en investissant 1 million d'euros, il avait 1% des parts. Mais celui qui investit quand ça vaut 200 millions, il va mettre le même million d'euros, mais il n'aura pas 1% des parts, il n'aura que 0,5% des parts.
Donc le prix de la part aura doublé, il y aura beaucoup moins de parts. Et c'est l'enjeu des hedge funds, des OPCVM, c'est en permanence d'aller calculer la valeur de leur part, de la faire varier en fonction de la valeur de leur portefeuille. Ce qui est assez facile quand vous êtes investi à la bourse. Tous les soirs, vous savez combien vaut votre portefeuille. Tiens, j'ai tant d'actions LVMH, tous les soirs, j'ai un cours de bourse qui me dit combien ça vaut. Donc, c'est assez simple d'aller jouer sur ce prix de la part et d'aller le déterminer. C'est pareil sur du Bitcoin ou autre, on sait combien ça vaut à la fin de la journée. Donc, c'est assez simple. Ce serait beaucoup plus compliqué dans un portefeuille de private equity, parce qu'on ne sait pas quelle est la valeur exacte de chacune des sociétés. On peut, au doigt mouillé, l'estimer avec des modèles de valorisation ou autres, mais on n'a aucune certitude sur la valorisation du portefeuille à un moment donné. Donc ce serait beaucoup plus difficile d'avoir un fonds investi en non coté qui offre cette même liquidité, où on peut rentrer à n'importe quel moment et sortir à n'importe quel moment parce qu'on ne sait pas fondamentalement combien est-ce que ça vaut. C'est pour ça que c'est organisé sur les fonds de private equity un marché très important qu'on appelle le marché du secondaire, où en fait ce n'est pas le fonds qui rend de l'argent aux investisseurs, c'est les investisseurs qui vendent leur participation. En fait, quand on a des parts, c'est ce qu'on disait, c'est une entité juridique, le fonds d'investissement. Ça fait partie du patrimoine de l'investisseur. Donc, s'il veut vendre sa participation, il en a parfaitement le droit, mais il doit juste s'entendre sur un prix avec un acquéreur. Donc, il va aller chercher un spécialiste du secondaire, il va aller chercher Ardian, qui est un fonds spécialisé de secondaire, il va aller chercher une banque, il va aller chercher je ne sais pas qui, d'autres investisseurs, et leur dire, écoutez, moi, regardez, j'ai une part dans ce fonds de private equity, ça fait déjà 4 ans que je suis dedans, ça va, j'ai envie de retrouver la liquidité, j'ai envie de vendre, etc. Le fonds ne me propose pas de liquidité, parce que je ne peux pas sortir à n'importe quel moment, mais ce que je peux faire, c'est vendre ma participation. J'ai le droit de trouver mon acquéreur et de le vendre. Et donc là, l'acquéreur, il va se pencher, il va regarder le fonds, il va dire « Ah tiens, c'est intéressant, ouais, le portefeuille se porte plutôt bien ». Il va faire cette estimation-là, il va se dire « Tiens, mais… où est-ce qu'on est de la courbe en J? Est-ce que le portefeuille est un peu monté? Est-ce qu'il vaut un peu moins cher, etc., etc. » On va trouver le bon. Ils vont s'entendre, ils vont négocier et ils vont s'entendre sur un prix. Et pour l'acquéreur, c'est très intéressant parce que lui, il arrive plus tard dans ce schéma. Il n'investit pas en année 0, il investit en année 3, 4, 5, 6. Et peut-être qu'il va avoir très très vite des retours. Il ne va pas attendre très longtemps pour que son portefeuille se valorise. Donc comme ça, celui qui sort, il trouve de la liquidité et celui qui rentre, il a un temps de maturité beaucoup plus court que s'il était rentré au démarrage. Donc c'est pour ça que le secondaire, ce sont des marchés financiers qui sont très florissants en ce moment, parce qu'on arrive à avoir de très beaux retours sur investissement en peu de temps, grâce à une stratégie bien pensée de rachat d'intérêts dans des fonds d'investissement déjà arrivés un petit peu à maturité. Donc vous voyez, c'est vraiment la différence entre l'OPCVM, qui est un fonds ouvert, où on va avoir la liquidité, on va devoir jouer sur le prix de la part, on va devoir organiser cette liquidité. Parce que c'est pas évident d'aller toujours chercher de la liquidité. Les OPCVM, c'est pas que des sociétés cotées qu'on peut vendre du jour au lendemain. Qu'est-ce qui se passe si demain, il y a une espèce de bank run où tout le monde va frapper à la porte de l'OPCVM et veut sortir au même moment? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on doit tout vendre, les prix vont chuter, c'est pas intéressant pour tout le monde. Donc en fait, elle va organiser la liquidité. Elle va dire, vous avez le droit de liquider tant de pourcentage par an. Vous avez le droit de liquider uniquement entre janvier et mars. Et on organisera la liquidité dans l'année. Donc, ce n'est pas non plus open bar de la sortie quand on le souhaite. C'est en fonction des règles qui ont été prévues par chaque OPCVM. Et ça, c'est le rôle du manager avec ses avocats, avec ses financiers, de dire, bon, bah, on va faire un produit où on peut sortir tous les ans. Il y a même certains fonds qui fonctionnent avec des tirages au hasard. Ils sortent des gens comme ça, au hasard, tous les ans. Tiens, vous obtenez 5% de liquidité, vous c'est 6, vous c'est 9, sur la base de la valorisation qui est actée. Et en fait, le modèle économique d'un fonds ouvert, il est assez proche du fonds fermé. Ça, c'était vraiment le modèle économique du fonds fermé. Pour un fonds ouvert, ce qu'on fait, c'est qu'on ne va pas rendre 100% de l'argent, parce que les gens, ils ne veulent pas sortir. On ne leur rend pas l'argent, en fait. En fait, c'est le jour où ils voudront sortir qu'on leur rendra l'argent. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'à la fin de chaque année, on va arrêter la valorisation et on va fixer la performance. On arrête et on fixe la performance. Et on va dire, tiens, bah, au 1er janvier, on était à 100 millions de valeur d'actifs. Ça s'est bien passé. Arrivé au 31 décembre, on est
à 120 millions de valeur d'actifs. On a fait une performance de 20%. Un peu comme ce modèle ici, moi, manager, je ne vais pas rendre l'argent parce que je suis un fonds éternel. Moi, je continue à réinvestir, à grossir. Mais sur ces 20% de performance, j'en réserve 6 à mes investisseurs. Donc, je ne touche pas aux 6 premiers millions. Mais par contre, sur le surplus, les 14%, là, je vais aller prendre mes 20%. Et peut-être qu'Eric pourra m'aider dans ces calculs. Et donc, dans cette logique, à la fin de l'année, il arrête la valorisation. Il constate voilà, qu'il y a 100 millions qui vont rester dans le fonds. On va rajouter les 6 millions qu'on ne prend pas. Et sur les 14% de ça, donc 14, je pense que sur les 14 millions restants, il va prendre 20%. Donc, il va prendre 2,4 millions, si je ne dis pas de bêtises. Donc, le manager prend ces 2,4 millions de performance et les 2,8, merci, 2,8 millions de performance. Et donc, il va rester dans le fond, si j'ai pris 2,8, 11,2. Donc, il va rester 10 plus 6 plus 11,2. Et donc, en fait, la valorisation était de 120, mais vu que j'ai pris mes 2,8 millions, la valorisation, elle va diminuer et pour arriver à 117,2. Voilà. Donc, le manager s'est rémunéré tous les ans de 20% de la performance au-dessus d'une watermark, ce qu'on appelle la watermark, qui est le pourcentage. C'est un peu ce même modèle, sauf que là, on n'a pas rendu l'argent. Donc, c'est... je crois qu'il y a une expression qui dit le blé engrangé ne craint plus la gelée. Ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, ils n'ont pas encore engrangé leur argent. Ça reste de l'argent fictif qui n'est pas encore revenu. Alors que dans le fonds fermé, au moins, l'argent est revenu. Parce que ça veut dire que si l'année prochaine, le fonds, les 117 millions, ça se passe mal, et on retombe à 90 millions et qu'on a perdu de l'argent, alors là, il n'y aura pas de performance, mais les investisseurs, ils ont quand même payé de la performance l'année dernière, alors qu'ils n'ont pas encore gagné d'argent. Donc c'est un modèle qui peut aussi présenter certains risques. Mais vous comprenez le modèle du fonds fermé, à côté du fonds ouvert, excusez-moi, à côté du fonds fermé. Et ça, c'est le modèle typique des hedge funds américains. Des hedge funds américains ou des OPCVM français ou quoi que ce soit. Ils vont prendre à la fois la performance et le même 2% annuel de frais de gestion pour la gestion quotidienne du fonds. Donc ils prennent la valeur de départ, ils prennent la valeur d'arrivée, ils regardent s'il y a eu de la performance. S'il y a eu de la performance, ils en prennent une partie en plus de leur fonds, en plus de leurs frais. Donc c'est la même idée, mais sans avoir rendu l'argent et en étant plus immédiat. Et là, il y a peut-être des gens qui vont vouloir sortir. Après, il y a d'autres modalités pour gagner sa vie quand on fait un hedge fund ou un OPCVM. Ça peut être de prendre de l'argent sur la sortie. Tiens, vous êtes rentré à 100, vous ressortez à 120, je vous prends un petit frais sur la performance à la sortie ou des choses comme ça. Il y a différents modèles économiques qui peuvent aussi venir améliorer la rentabilité du manager. Donc ça, c'est le modèle du fonds ouvert, ça, c'est le modèle du fonds fermé. Les deux se ressemblent, mais sont un petit peu différents. Est-ce que ça vous paraît à peu près clair? Vous avez perdu? Non, ça va? Bon, tant mieux. Donc là, on comprend pas mal de choses. On comprend comment fonctionne un fonds, société de gestion, ses investisseurs. On investit, on désinvestit, on redistribue comme ça. Si c'est un fonds fermé, on ne désinvestit pas, mais on va calculer à la performance, on fait ça. Si c'est un fonds fermé, on a ce calendrier-là. La courbe en dit comme ça. Si c'est un fonds ouvert, il n'y a pas de calendrier. On rentre, on sort comme on veut et on valorise le prix de la part. Un dernier petit point sur le fonctionnement d'un fonds et après, on en viendra à la partie qui n'est pas ma partie préférée mais qui est importante, qui est celle de la réglementation. La société de gestion, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent dedans. Une société de gestion, c'est une société commerciale qui ressemble à d'autres. Elle peut avoir une marque, hein, BlackRock on connaît, Blackstone, diverses sociétés. Mais vous comprenez qu'elle n'a pas la même valeur qu'une marque traditionnelle.
C'est-à-dire que si j'investis dans Coca-Cola, en fait, si les vendeurs de Coca-Cola changent, même si le directeur change, si le PDG change, on aura toujours la recette du Coca-Cola, on aura toujours la marque du Coca-Cola, on aura toujours notre réseau de distribution, ça aura toujours une valeur. Alors que si j'investis dans une société de gestion qui n'a pas de machine, qui n'a pas vraiment de marque, et la marque, en fait, je m'en fiche. En fait, quand j'investis dans une société de gestion, j'investis que dans l'intelligence et le savoir-faire d'une poignée de personnes. Des hommes et des femmes qui ont acquis une expérience pendant X années. Et si on les remplace par moi ou par quelqu'un qui n'a pas du tout la même expérience, ça n'a plus du tout la même valeur. Et donc, l'investisseur, quand il met son argent, il veut être certain d'emprisonner cette valeur ajoutée, qui est la valeur humaine, dans la société de gestion. Il ne veut pas que le manager du fonds, tout d'un coup, devienne un stagiaire qui débarque là et qui va gérer les 100 millions tranquillement. Il veut être certain que ce soit toujours les personnes avec qui il investit au démarrage qui restent. Du coup, dans ce cas-là, si par exemple on change le gestionnaire de la société de gestion, le directeur de la société de gestion, et dans ce cas, le fonds, il s'agit d'un fonds fermé, est-ce que les investisseurs peuvent partir facilement? Parce que je vois que c'est comme si c'est un contrat individuel personné. Du coup, dans ce cas-là, comment ça se fait? Alors c'est très intéressant, c'est vraiment ce qu'on va évoquer là. Alors vous comprenez que si c'est un fonds ouvert, effectivement, si la personne elle disparaît, à la limite, on lève la main, on dit c'est bon, c'est fini, je fais plus confiance à la nouvelle équipe, vous avez mis un stagiaire à la place du big boss, moi j'en veux pas, rendez-moi mon argent. Mais c'est vrai que dans un fonds fermé, c'est beaucoup plus problématique parce qu'on ne peut pas lever la main et dire c'est bon, je veux rentrer, rendez-moi mon argent, je ne veux plus investir avec vous. On a mis l'argent, il est là, on s'est engagé à en mettre encore plus quand il y aura de nouveaux investissements, donc ça pose des difficultés. Et la difficulté, elle est là. Elle est que si, et c'est des clauses juridiques très précises dans les fonds d'investissement, si les managers initiaux qui sont venus nous vendre leur stratégie, leurs compétences, etc., si eux disparaissent pour plein de raisons, peut-être qu'ils vont partir à la retraite, peut-être qu'ils vont passer sous un bus, peut-être qu'ils vont être malades. Non, mais ça peut arriver en fait, c'est malheureux, mais les gars, ils gèrent des milliards, ils s'en foutent que le gars passe sous un bus, ils veulent se protéger. Donc ça peut être ça, il peut être mis en prison, peut-être qu'il a fait une fraude, peut-être qu'il va avoir un sujet de mauvais comportement vis-à-vis de ses employés. Il y a plein de raisons qui font que cette personne-là peut être écartée. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le fond? C'est ce qu'on appelle une Key Person Event. C'est un événement personne clé. L'événement personne clé, c'est l'événement juridiquement qui dit « Écoutez, la personne clé n'est plus là, cette société n'a plus de valeur, ce fonds ne va plus fonctionner, on suspend la période d'investissement. On n'a plus le droit d'investir. » Alors ça pose un peu problème parce qu'on a peut-être déjà investi. Donc il va falloir quand même accompagner ce qui existe. Mais on ne fait plus de nouveaux investissements. Et qui dit plus de nouveaux investissements, dit, vous l'aurez compris, plus d'appels de l'argent. Parce qu'on a fait un engagement et on doit payer ce qu'on appelle des appels de tranche, des capital calls. Et donc, comme on a une suspension de la période d'investissement, on n'a plus le droit d'investir, et bien on n'a plus le droit d'appeler d'argent. Et donc, comme ça, les investisseurs se protègent. Ils disent, bah, ok, je m'étais engagé à 100 millions, j'ai déjà mis 20, mais la key person est partie, eh ben, je ne mets plus les 80 restants. C'est bon, je suis protégé juridiquement, je ne serai pas en violation du contrat si j'arrête de payer. Il y a une suspension de la période d'investissement, je n'ai plus à respecter mes appels de tranche. Donc, ça permet de protéger l'investisseur qui ne veut pas faire affaire avec n'importe qui. Il ne veut pas que son argent soit géré par quelqu'un qu'il ne connaît pas, qui n'a pas les compétences. Et donc, la conséquence, c'est qu'il va y avoir un échange, il va y avoir une discussion. Le fonds, la société de gestion va dire « Attendez, oui, lui est parti, mais on va le remplacer. Peut-être qu'on va aller chercher quelqu'un qui a le même niveau de compétence dans une autre société de gestion. Peut-être qu'on va faire monter un junior qui maintenant est prêt, l'autre est parti à la retraite, qui est prêt à prendre le dessus. On va essayer de discuter avec les LPs et on va leur essayer de les convaincre que le fonds peut continuer, qu'on n'est pas moins bon parce que la personne est partie. On a réussi à remplacer ses compétences pour avoir quelqu'un d'autre. Et donc, on relance la période d'investissement. S'il y a un accord entre la société de gestion et ses investisseurs,
on va pouvoir continuer. S'il n'y a pas d'accord, on arrête, on gère le portefeuille antérieur, on liquide progressivement, on rend l'argent selon la waterfall, et ça s'arrête là. Mais c'est key person, c'est très important. Et qui dit key person, dit aussi personne morale, société de gestion. Oui. Qui dit personne physique, il y a aussi l'enjeu de la personne morale. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de changer de personne morale en cours de route non plus. Parce que ça, c'est une société de gestion. Elle pourrait vendre, en fait, son fonds. C'est son patrimoine, elle est gestionnaire. Ça arrive très souvent que BlackRock rachète des sociétés de gestion. Et en fait, c'est BlackRock qui devient le gestionnaire des fonds. Et donc là, pareil, les LPs vont dire, attendez, s'il y a un changement de la personne morale, on se met autour de la table, on discute. Si on n'est pas d'accord, on suspend, on arrête de mettre de l'argent. Si on est d'accord, on continue. Bon, si c'est un grand manager qui vient et qui le remplace, il n'y a pas de raison d'être inquiet, donc ça va probablement continuer. Mais les LPs ont de nombreuses clauses pour se protéger, soit du départ des personnes physiques, et parfois il y a des clauses très compliquées, ça peut être plusieurs personnes physiques. On peut dire, écoutez, il y a 3 personnes importantes dans cette équipe, s'il y en a une qui part, ça va, s'il y en a 2 qui partent, c'est pas bon. Ou alors, on va mettre des points. Ah ben, lui, il est là depuis très longtemps, il a 10 points, elle est numéro 2, on va lui donner 9 points, lui, il est plus junior, on va lui donner 3 points. Si au total, vous perdez 10 points, ça s'arrête. Donc, voilà, ça peut être vraiment des clauses juridiques, quand vous les rencontrerez, vous penserez à moi et vous direz, tiens, ça peut être vachement compliqué, et c'est vrai. Mais voilà, l'idée, c'est de toujours penser comment je protège mon argent. Je fais confiance pas à une machine, pas à un algorithme, pas à une marque, à quoi que ce soit. Je fais confiance à des personnes. Si ces personnes disparaissent, je veux de la protection. Et si la personne morale elle-même disparaît, pareil, je veux de la protection. Et d'ailleurs, la société de gestion, elle dit la même chose à ses investisseurs. Elle dit toujours, si vous voulez vendre votre participation dans mon fonds, vous venez m'en parler, et je dois vous donner mon accord avant. Il y a soit un droit de préemption, soit une clause d'agrément qui dit vous n'allez pas transférer les secrets de mon fonds, votre investissement à n'importe qui. Ce qu'on disait tout à l'heure sur le secondaire marche un peu dans les deux sens. Les investisseurs contrôlent leurs managers et les managers contrôlent les gens qui peuvent être investisseurs dans leur fonds. Donc, vous voyez, sur un fonds fermé, c'est des clauses qui sont très importantes. Et sur un fonds ouvert, comme il y a plus de liquidité, en principe, ça pose moins de problèmes, mais ça peut être le cas quand même, parce qu'on a dit tout à l'heure, la liquidité, parfois, elle est quand même mitigée en fonction des possibilités, et donc il n'est pas impossible que les clauses prévoient des fonctionnements un petit peu similaires en cas de départ des personnes clés de l'activité de la société de gestion. Est-ce que ça vous paraît assez clair ? Le fonds d'investissement. Vous voyez, c'est des gens qui vont voir des investisseurs, qui arrivent à les convaincre qu'ils ont des compétences, ils montent une poche d'argent, ils reçoivent l'argent, ils le déploient pendant un temps donné en faisant des appels de tranches, ils bonifient, valorisent leur actif, ils le revendent petit à petit, ils le revendent en passant dans la waterfall, et s'il y a des accidents de parcours, ils le gèrent comme ça. Voilà. Je ne sais pas si c'est vraiment le sujet lié, mais vous avez parlé tout à l'heure de venture capital. Est-ce qu'en quelques... C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est le venture capital, c'est le private equity version start-up technologique. Mais c'est vraiment exactement la même chose. C'est une société de gestion qui se spécialise dans les sociétés technologiques, qui a une stratégie très différente. Un fonds de private equity classique, il va investir dans des sociétés de croissance assez matures. Il y a de la rentabilité, il y a de l'EBITDA, il y a des machines, voilà. Et il y a un enjeu pour améliorer la performance. Peut-être qu'on va aller à l'international, peut-être qu'on va moderniser les outils, peut-être qu'on va faire une fusion avec d'autres, peut-être qu'on va racheter des petites sociétés. Voilà. Il y a une stratégie assez bien pensée. Il va investir dans une dizaine de sociétés. Sur les 10, en principe, il y en a 0 qui meurt. Peut-être qu'il y en aura une, allez, mais pas beaucoup plus. Il faut vraiment prendre soin de ce portefeuille. Et ce portefeuille, il ne va pas faire x100. Il vise de faire x2, x3, x4 sur chacune des sociétés dans lesquelles ils ont investi. On a investi 10 millions, si on ressort à 40, on est content. Chacun avec sa stratégie. Parfois, ils veulent faire monter en compétence le management sur place. Parfois, ils vont remplacer le management parce qu'ils pensent qu'il y en a un meilleur qui va arriver. Enfin, chacun va définir. Parfois, ils vont être majoritaires, parfois minoritaires. Chacun sa stratégie. Mais la stratégie du private equity, elle est, disons, un peu une stratégie de bon père de famille, assez raisonnable, assez saine et relativement avec assez peu de risques pour que les investisseurs soient rassurés et retrouvent avec du x2, x3, x4 leur investissement. Le venture capital,
C'est juridiquement exactement la même chose, les personnes clés, la waterfall, le fonds, c'est exactement la même chose, sauf que la stratégie est totalement différente. La stratégie, c'est pas d'investir dans 10 sociétés, mais d'investir dans 100 sociétés. C'est pas d'en faire vivre 9 pour faire x2, c'est d'en faire mourir 9, même sur 100, d'en faire mourir 90, et de faire x100 sur les 10 restantes. Et en faisant x100 sur les 10 restantes, on équilibre le portefeuille, et en fait, on se rend compte que le venture peut produire des résultats un peu meilleurs que ceux du private equity. Je pense que la moyenne est autour de 16 ou 17%. Les grands fonds américains qui ont investi dans Apple, dans Tesla, dans de superbes sociétés, ont fait beaucoup plus. Et parfois, il y a eu des rendements vraiment exceptionnels. Mais leur logique, souvent, va être de viser un peu comme le private equity, du 20-25% par an pour rendre à leurs investisseurs. Donc, c'est vraiment exactement la même chose, avec une stratégie totalement différente sur des sociétés d'une autre typologie, d'autres types d'investisseurs, etc., etc. Et en fait, des stratégies d'investissement, il en existe autant qu'il y a de managers. Il y en a qui vont investir uniquement dans des jeunes sociétés, d'autres que dans des sociétés matures, que dans des sociétés technologiques, que dans des sociétés agricoles, vraiment, ils vont définir ce dans quoi ils sont les meilleurs. Il y en a qui font que des sociétés en faillite. Ils disent, moi, je suis spécialiste de la faillite. Je vais identifier des sociétés en faillite qui ont un potentiel, je les rachète, j'investis dedans, et je vais redonner un dynamisme, faire une fusion avec une autre société qui est intéressante, et on va faire un fort multiple grâce à un achat pas cher du tout, mais on injecte du cash dedans, et on revend dans quelques années avec une meilleure... Vraiment, il y a autant de stratégies que de managers. Et d'ailleurs, c'est un autre point qu'on peut évoquer rapidement, les LPs, ils vont être très attentifs à cette stratégie. Si on a une dirigeante qui vient du milieu médical et qui lance son fonds, on veut être certain qu'elle investisse dans le médical. On ne veut pas qu'elle se mette à investir dans, je ne sais pas, de la chimie. Ou alors la chimie, c'est lié au médical, donc peut-être que ça pourrait passer, mais dans l'industrie automobile, voilà. Ce serait pas dans les sciences de l'ingénieur, que dans les sciences chimiques. Et donc les LPs, ils vont écrire juridiquement dans le fond, vous n'investissez que dans les sociétés liées à la pharmacie. Et même, ça va être beaucoup plus précis que ça. Elle va dire, attendez, vous êtes une dirigeante française, vous connaissez le marché européen, donc 80% en France, 20% en Europe, 0% en dehors. Elle va dire, voilà, c'est très compliqué d'aller investir en Inde, d'aller investir en Chine, d'aller investir aux États-Unis. Et les LPs, ils ne veulent pas qu'on aille prendre ce risque-là. Ils veulent que le manager soit sur sa zone de génie, là où il est efficace, là où il est fort, et que l'investissement se fasse essentiellement, même exclusivement sur cette zone de génie. Après, on peut se permettre voilà, on va dire, tiens, cette dirigeante, elle trouve une opportunité incroyable aux États-Unis, elle peut éventuellement investir dedans, à condition d'obtenir l'accord de ses investisseurs. Donc elle va réunir soit l'Assemblée Générale, soit ce qu'on appelle le LPAC, qui va être le Limited Partners Advisory Committee, le LPAC. Le LPAC, c'est le conseil de surveillance, si vous voulez, du fonds d'investissement. Et elle va réunir ce LPAC, elle va dire, attendez, là, je sais que je n'ai pas le droit d'investir aux États-Unis, mais faites-moi confiance, c'est une opportunité exceptionnelle pour X, Y, Z raison. Le LPAC dit oui, allez, on débloque une petite poche et on investit un petit peu aux États-Unis. Mais le contrôle de cette stratégie d'investissement, c'est essentiel pour être sûr que demain, elle ne se mette pas à investir dans le VMH, dans des boîtes qui lui feraient plaisir à elle ou qu'elle aura envie de voir, parce que ce n'est pas sa zone de compétence. Donc il faut être assez précis. Bien sûr, il y a des managers qui sont très talentueux. Si on investit chez KKR, ils peuvent investir en Asie, ils peuvent investir en Australie, ils peuvent investir un peu partout parce qu'ils ont des équipes qui sont très, très puissantes et très capables dans tous ces domaines. Et ils ont des fonds qui sont labellisés, voilà, ça va être Global Investment. On sait que c'est un investissement partout dans le monde. Ils visent que des sociétés à plusieurs milliards et ça va bien se passer, c'est des experts de ça. Mais à chaque fois, les LPs vont négocier cette stratégie d'investissement sur la géographie, sur la temporalité, sur le secteur, sur parfois la typologie des investisseurs. Et la typologie des investissements, ça peut être aussi, vous n'investissez que dans la décarbonation. Et à la limite, la performance, c'est pas très grave. Moi, ce que je veux, c'est des critères ESG, c'est participer d'un monde meilleur, faire baisser le rendement carbone, etc. Et donc, je veux investir que là-dedans. Ou que investir dans des gens issus des classes populaires, ou que investir dans des gens issus de tel ou tel endroit, parce que c'est la philosophie et la force de ce manager. Et ceux qui sont très forts sont ceux qui arrivent à allier à la fois les critères d'impact et de performance. Mais chacun, à chaque fois, dans sa zone de génie, que ce soit l'eau, que ce soit le médical, l'automobile ou quoi que ce soit.
Et inversement, si on investit dans un fonds LBO, on ne veut pas investir dans une société qui a moins de 2 ans, par exemple. On va dire, ah non, il faut qu'elle soit un peu mature, un peu stable, un peu solide. Et il ne faut jamais qu'on investisse trop. Parce que l'enjeu d'un fonds d'investissement, c'est d'investir dans un portefeuille diversifié. Donc on va aussi dire, n'investissez pas plus de 10% dans une même société. Si vous investissez 50 dans une société et les 50 restants dans 10 sociétés, je suis trop exposé, il y a un risque trop fort sur cette société-là. Donc vraiment diviser le portefeuille autant que possible pour avoir un portefeuille aussi diversifié que possible et pouvoir générer des retours. C'est le but d'un fonds d'investissement, c'est de mélanger le risque en investissant dans plusieurs endroits.